Bah écoute, en plus ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse cet épisode, on se croisait jamais. Et là t'es à Chambé. Et tu m'as demandé de venir intervenir dans l'école, donc c'était encore mieux. Donc je me suis fait un plaisir de faire ça, c'était super cool. C'est rentable aujourd'hui. Ah, c'était vraiment, ouais, on a pu tout aligner, quoi. Donc vraiment très cool. Et moi j'aime bien le dernier moment. Ça s'appelle de J'ai l'adaptation. compris ça et moi je suis beaucoup comme ça aussi. Je suis ça. beaucoup du last minute, c'est un enfer. Le stress est un peu plus élevé, mais du coup on est plus performant. J'ai l'impression que ça dépend des profils. Tu as des mecs comme ça où ils sont performants sur la dernière minute et d'autres qui arrivent à planifier à 10 000 en avance. J'essaie de préparer les jeunes à ça, mais on voit bien que ça adhère pas. Ça coince un petit peu. Putain, je regardais d'ailleurs, tu as des Vibram. Ouais, Ça donne quoi ça? Depuis 13-14 ans. Alors, en sensation, j'adore. À une époque, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Ça y est, j'ai décroché. Je ne lis plus. Je vais laisser des gens hyper experts de ça commenter, puis je vais regarder ce qu'ils disent. Je discute pas en fait, c'est le côté pratique. J'ai ça dans le sac d'ordi, ça prend pas de place, moins qu'une paire de baskets. Donc partout où je vais, t'as des chaussures, c'est bon, je peux aller faire de la muscu. C'est vrai que c'est pas con. Hein. Ouais, je suis prêt. C'est vrai que c'est vraiment pas con parce que là en plus je descends dans le sud en moto, j'ai juste un sac. Et j'en ai pas des chaussures comme ça, c'est vrai que ça aurait pu accessoirement parce que ça prend de la place mine de rien. Oui, ça prend de la place et ça se déforme pas trop dans ton sac. Donc moi c'est un sac à dos avec l'ordi dedans. Ouais. L'ordi c'est un gros. J'ai vu que l'ancien il s'est déformé avec le temps. Ah ouais. Tu sais quand tu charges ton ordi, non toi t'as tes lanières, Ah, l'ordi s'est déformé. Ouais, il s'est un petit peu déformé. Donc le nouveau, là, il vaut quasiment 4000. Ouais. Je vais dire on va éviter quoi. Il refera 13 ans, j'espère. Enfin, si on pouvait éviter de le détruire, ce serait pas mal. Donc, allez, moins il y a de choses dans le sac, mieux c'est. Et ça, formidable. Donc tu veux dire que tu as acheté ça pour le côté pratique? Alors, initialement, ça m'a juste plu quand je les ai vus il y a presque 14 ans, parce que mon grand, il a 15. Donc j'ai acheté, il était tout petit. J'ai dit, oh, ça doit être extraordinaire. Après, j'ai regardé à quoi ça pourrait servir. Donc c'est là que j'ai lu tous les débats qu'il y avait sur le minimaliste. Et puis son intérêt, peut-être, supposé. Alors après, ça n'a plus fini. Je n'ai pas besoin qu'on tranche là-dessus, j'adore. Je cours pas par contre, je cours plus avec ça. T'as couru avec? J'ai couru, je faisais des 10 bornes avec sans problème, j'allais même jusqu'à 13. C'est hyper intéressant. Maintenant si je fais ça, je suis persuadé, non je ne ferai pas, je vais avoir des courbatures de fou. La dernière fois que j'ai fait de l'incurvé, non même du tapis de course seul, j'ai eu bien mal. En courant ou en marchant? Non, en courant, toujours. En courant, ouais. Non, marcher, ça ira. Parce que marcher, Ça m'a étonné de toi. Non, marcher avec des five fingers, ça ira. Non, par contre, courir, je n'ai plus l'habitude, donc je devrais reprendre l'habitude, c'est-à-dire faire un petit 500 mètres, et puis attendre que les courbatures passent, et réaugmenter. Il y a un bouquin qui existe d'ailleurs là-dessus, sur la progression, même pieds nus. J'en voyais en fait, Parc Montsouris, c'est ça. En dessous le 14e, je faisais des coachings là-bas, j'ai vu un mec courir pieds nus, je l'ai rattrapé à l'époque pour discuter avec lui. Il était vraiment pieds nus. Ok. Oui, une question pas de licence, rien du tout. Sauf qu'en fait, moi, le pied nu, ce qui m'embête, c'était un petit bout de verre, les pistes de chien. Ouais, bah oui, c'est ça, j'allais dire, vraiment pas de semelle, que dalle. Du tout. En fait, il y a très peu de différence avec ça, si ce n'est quand même que tu as la peau en contact direct. Tu as des gens qui courent pieds nus, en fait. Donc toi, tu recommandes complètement le truc? Alors pour courir, j'ai envie de dire, prenez ce qui vous plaît, actuellement. Je trancherai même plus. J'ai envie de dire, moi-même, je cours avec des chaussures qui ont un amorti. Et je cours peut-être pas assez vite pour pouvoir courir sur plante de pied. Et il y a des gens qui courent vite et qui sont quand même sur attaque talon. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai envie de dire, prenez les chaussures qui vous conviennent. Par contre, je recommande complètement pour la muscu. Formidable. Tes squats, ta presse, c'est ce que tu veux. C'est intéressant. C'est vrai que j'ai jamais passé le pas. Je m'y suis intéressé pendant une période où j'étais blessé pas mal sur les chevilles et du coup on me disait tu auras peut-être besoin de semelles ou quoi, ou il faut même peut-être réhabituer ton pied complètement à être à plat sans trop de semelles et trop de chaussures industrielles qui aujourd'hui du coup déforment le pied. Ah oui. Et c'est vrai que c'est pas con et putain c'est vraiment minimaliste quoi. Je voyais pas ça comme ça, j'ai jamais vraiment vu, trop prêté l'attention à ce genre de chaussures. Mais en effet, on dirait qu'il n'y a pas de chaussures quoi, c'est une chaussette le truc. Ça y est. Il y a des gens qui luttent au début, un petit peu comme un gamin avec des gants par rapport au moufle. Ouais. Là, il y a du mal. C'est la même chose. Alors qu'aujourd'hui, les deux pieds, t'as les orteils qui sont du coup, tu peux. C'est ouf. Et quand tu marches, t'as l'impression d'être pieds nus? Pas ce modèle-là. D'autres qui sont beaucoup plus aérés, parce que celles-ci, elles sont un peu plus hermétiques. Ok. Ah ouais, t'en es pas loin. En été, c'est super. Je n'ai envie de mettre que ça. Tu marches dans l'herbe, tu reviens. Alors, pas de l'herbe haute, sinon ça vient se coincer entre les orteils. Donc c'est super désagréable. Parce que selon les modèles, s'ils sont souples ou pas, c'est pas grave. On m'a fait le coup tout à l'heure, puisqu'on était avec les étudiants dans l'herbe, on m'a dit hey, s'il y a une merde de chien. Ça m'est arrivé une fois. C'était pas agréable. Parce que là, tu as senti le truc se mettre un petit peu partout. Et ça avait un petit peu traversé. Là, c'est pas un bon moment. Oh non. Ah ouais. Voilà. Bon, ça m'est arrivé une fois, en 14 ans. Donc non, mais je recommande, elles sont formidables. J'ai pas essayé d'autres marques, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ouais, Vibram, c'est vraiment celle qu'on voit le plus passer. C'est quoi, 130 €, un truc comme ça? Alors ouais, et ça descend à 90 pour des petits. Je crois que c'est là, ça doit être 90 € parce que ce sont des modèles simples. D'accord. Et mes premières Vibram, je les ai mis à la poubelle, je crois qu'il y a que 2 ans. Et elles ont fait 10 ans quoi. Ouais. Alors attention, ils ont changé la qualité. Hein. Je m'en suis bien rendu compte parce que celle que j'ai achetée, déjà ça y est, là, il y a un petit truc qui est parti, commence à s'ouvrir un peu. Attends, tu veux dire ils ont changé la qualité
pas dans le bon sens. Non, pas dans le bon sens. Ah, tu sais, Donc, ils ont industrialisé le processus pour faire plus de marge. l'obsolescence programmée, ça a été inventé sur les ampoules électriques. Ouais. Parce qu'une ampoule durait trop longtemps, il n'y avait pas de commerce. Et je peux le comprendre, ça. Ouais. À un moment donné, si tu ne peux pas garder ton usine, tu vas fermer ton usine, mais du coup, tu n'auras plus de lampe si on ne rentre pas dans l'extrême. Et là, je pense que je me mets à leur place. Tu as une paire de paumes qui fait 10 ans, tu n'en vends plus beaucoup. En plus, c'est une niche, hein, j'ai envie de dire. Hein, tout le monde n'achète pas. Donc, ok, j'accepte. Mais c'est décevant, parce que j'étais content de faire 10 ans avec une paire de chaussures. Mais là, du coup, tu fais combien avec celle-là? Elles ont combien de temps? Celles-là, elles ont combien? Elles ont peut-être 2 ans, mais je les mets beaucoup moins, puisqu'elles ne font que de la salle. Ouais. Je vais plus à l'extérieur avec. Ah. J'en ai d'autres pour l'extérieur. Potentiellement, tu devrais fumer, quoi. J'en ai 2. J'ai une paire de bleus qui va à l'extérieur, et je pense qu'il faudrait comparer les états. Ça serait une bonne remarque. Exact. Alors, regardez, celles qui vont dehors, elles ont été achetées en même temps. Celles qui vont dehors et celles qui font que de la salle. Ok. Mais en faisant que de la salle, regarde, tu vois, le petit Vitegno, je le passe en dessous. Mais il manque le petit scratch. Celui-là, il est en train de Attends, un scratch partir. qui a sauté. Ouais, mais très vite. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Bon, je vois bien qu'il y a des petites choses qui vont pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien. Waouh. Ok, bah tu vois, ça, je pense pas parler de ça, mais on rebondit là-dessus et c'est carrément un bon point parce que c'est un truc qui réellement m'a intéressé pendant un moment et j'ai jamais passé le pas parce que j'ai eu porté justement des semelles. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai repris le foot américain après avoir arrêté autant d'années, tu remets des cleats, c'est des chaussures de foot qui sont serrées en plus de ça. Tu cours 5 minutes avec sur le terrain, tu as des crampes de partout sous les pieds. Et je me suis dit, putain, il y a un problème. Elles sont rigides. C'est hyper rigide, ouais. Et puis, il faut le pied sacrément fin pour que ça le fasse. Tu vois, pas plus tard qu'hier soir, à l'entraînement, j'ai 2 paires de chaussures de foot américain. Il y en a une dont je me sers plus vraiment, des Under Armour, qui montent en fait pour protéger les chevilles. Mais je me suis fait mal hier. Parce que j'ai plus l'habitude et au final, tu vois, ça s'est reflété tellement ça tient. J'ai commencé à avoir une douleur ici dans le quadriceps et j'ai dû arrêter. J'ai dit, mais il y a une merde. Et puis bon, le terrain était pas terrible, on va pas se mentir, on a les pires terrains qui est. Synthétique? Non, justement, on aimerait. Ah non. Mais on a les pires terrains de Magère, qui sont les pires bouses que personne ne veut. Le rugby, le foot, une fois que tout le monde est passé, c'est le foot américain, c'est pour vous. Bah oui, en France. C'est ouf, hein. C'est vraiment dommage, hein, parce que nous, on a vraiment besoin, tout le monde, tu me diras, a besoin d'un terrain qualitatif, mais quand je jouais en Espagne, on avait quelque chose de plus propre quand Les même. changements d'appui sont infernales quand même dans son sport. J'y pense, j'ai fait du tennis avec des Five Fingers. Ah ouais? Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a limité à la fin. J'ai commencé à avoir les pieds brûlés parce que ton pied bouge un petit peu plus. Donc la limite de cette partie de tennis, ça a été des petites brûlures au niveau du pied. J'ai dit c'est pas fait pour les changements de direction. Et en plus sur le terrain de tennis, c'est de la terre là, donc tu frottes. Oui, mais là non, ça devait être du béton ou du ciment. Ouais. Tu fais du padel? Non. Je rebondis là-dessus. Je pense que j'étais en Espagne et tout le monde joue à ça. Il y a le tennis, mais le padel, tout le monde fait ça. Et maintenant, j'ai envie de jouer parce que ça fait l'air hyper hype. Et c'est le nouveau sport qui apparemment a une des plus grosses croissances du marché aujourd'hui en termes de nouvelles, comment on appelle ça, pratiques sportives tout simplement. Je n'ai pas suivi. Ah ouais. C'est en train de Ça grimper. te parle pas ça? Enfin, tu vois ce que c'est? Pas trop du coup. Le padel, c'est du tennis plus sympa, plus dynamique. Tu es dans une capsule, en fait, dans une salle, bon, il n'y a pas de toit, mais tout autour, c'est vitré. Et en fait, tu peux jouer au tennis avec un terrain un peu plus petit, avec des raquettes qui ne sont pas du coup les mêmes, et tu joues avec une balle de tennis, et tu peux jouer avec un rebond sur la glace, enfin sur la vitre. Donc j'ai vu, parce que je me dis, tiens, ça ressemble à du squash, et après je dis, ah mais non, mais c'est pas du squash. Ouais, et pareil, je me suis dit la même chose. Ouais, ok. Et en Espagne, tout le monde joue à ça. Il y a des terrains de padel de partout. Ouais, ça me plairait. Ouais, et franchement, ça a l'air cool. J'ai encore jamais joué, mais ça a l'air super cool, ouais. Il y a ça ici dans le coin? J'en doute, je suis pas sûr, mais. Un business à faire. Il y a peut-être un truc à faire, ouais. Si vous écoutez. Putain, Didier, en termes de pratique, tout à l'heure on en parlait, comme quoi tu m'as fait intervenir parce que tes élèves n'arrivent pas trop à s'apparenter à toi parce que c'est pas la même génération de coach. Bah oui, je suis vieux. Pas tant que ça en réalité. Mais du coup, moi je me souviens, au début je t'ai connu tout ça, donc déjà tu es auteur de livres. Et je t'ai vu beaucoup avec des joueurs de foot de l'équipe de France et tout ça. Je me suis dit, ça sort d'où ça? Comment tu arrives à avoir ce genre de réseau? Et c'est super intéressant parce que tu me disais en plus de ça, parce que je pensais que c'était un domaine qui t'intéressait. Et tout à l'heure, tu me dis, je suis pas trop un footeux, quoi. Ah non, du tout. Ouais. J'ai pas joué au foot étant petit, basket, hand, j'ai fait de l'athlé, du tennis de table, du tennis tout court. Après, les sports de combat, ça a été que ça, mais alors, pas de foot. Ouais, j'allais dire, t'as pas fait de sport de combat? Est-ce que t'as une sacrée souplesse, pardon. J'ai un petit BP d'ailleurs en sport de contact. Ok. Que j'ai obtenu cette année. Ah. C'était le premier diplôme que je voulais avoir. Ça va être le dernier diplôme que j'aurai obtenu. Enfin non, j'en aurai d'autres par la suite. Non, mais j'ai pas fait de foot. J'aime pas le foot. J'ai jamais aimé ça. J'ai appris à aimer, franchement, en suivant des joueurs. Forcément, j'ai regardé les matchs. Ouais. Tu suis un joueur, tu regardes, tu t'attends de voir qu'une seule chose, c'est ce qu'il va déjà performer, ce qu'il va pas se blesser. Quand tu le vois tomber, là t'es en stress. Hein. C'est un peu comme si c'était un pote qui venait de se faire mal. Ouais. Bon, puis c'est là que t'apprends aussi. T'apprends après coup. Ouais. Parce que les mecs font de la comédie.
Je me souviens, l'intervenant de ce matin, Vincent Essigna, un petit coucou, on avait un joueur en commun à Lille, on regarde le match, on dit oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on l'a vu le soir, nous, en fait, alors même si on regardait ça sur la télé, on dit qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit non, j'avais rien, c'est les mecs qui m'ont dit reste au sol, j'ai essayé de choper, tu sais, un penalty, un truc. Ah, c'est à ce point-là. Donc le mec il avait rien, il dit reste au sol. Puis après l'autre dit ah, arbitre, c'est de la comédie. Rien que ça m'énerve. Okay. Ça, c'est un support. Tu imagines, tu viens des sports de combat où tu te castagnes, puis t'as un mec, on lui a frôlé un petit peu la cuisse droite et il se tient la cuisse gauche parce que c'est plus visible. Non, mais c'est insupportable. C'est vrai que j'ai appris que ça faisait partie du jeu, mais je non. pensais pas que c'était à ce point-là. C'est genre, mec, reste par terre. Oui. Bah, tu les vois bien en fait faire des tonneaux. Quand tu te cognes, le premier réflexe, c'est pas de faire oh là là, c'est t'es là. T'essaies de pas bouger quand c'est vraiment très fort, puisqu'il y a une inhibition. Et là, le mec, il fait des tonneaux. Tu n'as qu'à avoir les vraies blessures. Tu sais, quand il y a un genou qui part dans le mauvais sens, le gars, il se met au sol, il bouge plus du tout. Ouais, voilà. Quand il fait des tonneaux, je dis c'est bon, on n'a rien. Ok. Ah mais oui, c'est vraiment le truc. Donc bref, moi je suis pas un footeux, mais on m'a demandé d'écrire sur le sujet du foot, alors que je n'avais pas pratiqué de foot. Donc le premier livre en 2007, on a fait de la coécriture. Mais ça, c'était avant ou après que C'était avant. C'était avant que tu prennes des joueurs en plus. Avant, exactement. Okay. Alors c'est vrai qu'après je suis allé dans le foot parce que tu vois, je t'avais dit le foot est venu à moi plusieurs fois. On m'a demandé d'écrire dans le foot. J'ai écrit dans le foot chez Deboc. Le livre a bien marché d'ailleurs. T'as fait un livre sur le foot? On est 13 co-auteurs, je crois. De l'entraînement à la performance, je crois qu'il est sorti en 2007. C'est Alexandre Delal qui était un pote de promo qui l'a coordonné. J'ai fait la partie bioénergétique et puis musculation. Ok, intéressant. D'ailleurs, si je devais réécrire, je forcément changerais des trucs parce que maintenant on est en 2023 et ça a 16 ans. Ensuite, je suis intervenu pour le PSG Academy, mais en leur cherchant en préparateur physique, parce que j'avais déjà une école, j'étais formateur, personne n'a voulu bosser, donc je suis allé là-bas. Je me suis retrouvé à bosser pendant 2 ans ou 3 ans pour PSG Academy. C'est une sous-filiale, c'était que l'été. C'était super bien. Et c'est là que j'ai rencontré un futur agent de joueur, qui était le recruteur du Havre, qui avait lu le bouquin, du coup, qui m'a vu bosser, qui m'a dit j'ai des joueurs de foot prometteurs, est-ce que ça te botte? Les prometteurs, là, tous ceux que j'ai eus, c'était que des grands en fait par la suite. Il n'hésitait personne quand on les a connus. Là, donc les mecs qui t'ont. Enfin, c'était pas des. Parce que moi, je pense surtout, c'est Pogba. Oui. Je t'ai vu avec lui, je fais putain, ça sort d'où ça? Il a été pas majeur en fait quand on a commencé. Quand tu l'as connu, il était tout petit quoi. Petit, pas en taille, 17. Mais... Ouais, en taille, je pense qu'il pourrait l'avoir connu, pour être en équivalent, peut-être qu'il a 9 ans ou 10 ans. Moi, j'ai mon gamin, il a 15 ans, il fait un 85, donc déjà, ça fait longtemps qu'il me dépasse. C'est facile de me dépasser en même temps, à 70. Non, il n'était pas connu. D'ailleurs, je me rappelle bien, quand je l'ai eu, ces jeunes, il ne passait pas grand-chose. Et au fil des années, très très vite, on ne pouvait plus s'entraîner aux mêmes endroits. Le même endroit où il s'est entraîné dans cette salle de musculation, le lendemain, il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants. Il paraît, comme ça, à l'accueil, paraît qu'il y a des joueurs de foot ici. C'était n'importe quoi. Le couloir était rempli en fait de gens. Oh putain. Donc on a été obligé de changer de structure. C'est là aussi, c'est la bêtise des gens en fait, ça. J'ai lâché un peu et le foot revient à moi. Là, donc je vais refaire des voyages à l'étranger, mais au bout d'un moment, tu es obligé de dire oui, un, parce que j'aime la préparation physique. 2, et à un moment donné, il faut en vivre. Et tu as énormément de sports où on te sollicite, mais le mec peut pas te payer. Il fait quoi? Il te paye un kebab une fois de temps en temps. C'est comme si mais comme le médecin. En fait, il y avait Dr Queen, je me rappelle, femme médecin. Elle était payée en poulet ou un truc comme ça. C'était un feuilleton. Et là, c'est pareil. Le mec, il vient, il te file une escalope de dinde. Bonhomme, j'ai 47 ans. J'ai une baraque, des enfants. Je voudrais changer de bagnole là. C'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est un autre monde. Parce que du coup, comme tu disais, y a pas on n'arrive pas à s'apparenter avec la génération actuelle, qui elle, du coup, je parlais de réseaux sociaux aujourd'hui et que tes clients vont principalement arriver de là. Est-ce que toi, ça t'arrive encore de te faire démarcher sur les réseaux sociaux? Si. Même pour le foot. Même pour le foot. Un jour, j'ai eu un message privé en fait sur Facebook. Blablabla. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'était l'ancien recruteur du PSG. Il a bossé 5 ans et il était en solo. Le mec, il m'a contacté via Facebook. Voilà, j'ai eu des trucs très sérieux. Là, je pars en Algérie pour un congrès international. Trop bien. C'est la 2e année. Le mec, on me contacte via Facebook. J'ai eu de l'Instagram. En fait, même moi qui ne suis pas de cette génération-là, aujourd'hui, on n'a pas tes coordonnées. Le gars, il est sur un réseau social. On attaque. Ouais. Bon, t'as parlé de TikTok cet après-midi avec mes étudiants. C'est vrai que j'ai installé TikTok et j'ai encore rien mis. J'ai du mal là. Non, je t'avoue que ça, moi, TikTok, j'ai essayé. On me disait, tous les Instagram que tu fais, tu les mets sur TikTok. Et non, en fait, TikTok, c'est pas une plateforme qui me parle. C'est bizarre. Et c'est un gouffre. Et c'est pas pour rien que c'est en train d'être banni dans plein de pays d'ailleurs, cette application. Ouais, bien sûr, parce que ça rend les gens débiles. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que, surtout aux États-Unis, même maintenant en Europe, TikTok, tu vois des nanas danser, des trucs, c'est naze, ça t'apporte rien en termes de valeur. Mais en Asie, en Chine, ils l'ont bridé et t'as que de l'éducationnel dessus. Dis donc. Donc rien à voir avec toutes ces conneries.
Et c'est aux États-Unis, ils parlaient de vraiment bannir TikTok. Donc là, aujourd'hui, même tous les téléphones qui sont donnés via le biais d'entreprises ou fédérales, etc., il n'y a pas TikTok. C'est impossible de le mettre dessus. C'est déjà pré-bridé, quoi. Et ils en parlent, ils essaient de faire passer des trucs et pour apparemment vraiment faire éjecter cette plateforme qui n'apporte rien et que c'est un fléau, en fait, parce que, imagine, les gens deviennent teubés. Enfin, l'attention span, les gens passent leur vie dessus à scroller, parce que c'est un scroll éternel, TikTok. C'est une catastrophe. Moi, je sais que... Je l'ai avec mes étudiants, tu les vois comme ça. Et tu dis, mais vous cherchez quoi? En fait, bon, je leur pose pas la question, parce que c'est mal de me balader. Le gars, il voit même pas que je suis à côté de lui. Tu vois. Puis tu vois que, aussi, c'est d'Instagram, il s'arrête sur un cul. Ah, oui, bon, effectivement, il est joli. Mais, donc, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Tu ne recherches pas un truc intéressant. Et TikTok, c'est vrai que c'est pire. Tu vois les nanas faire toujours les mêmes pas, là, un petit sourire à la fin, genre, ah, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, parce que c'est la 100e vidéo que tu fais de la même manière. C'est plus de la rigolade, c'est ton fond de commerce, nénette. Exactement. Et encore maintenant, TikTok ont été malins parce que tu as un système de rémunération qui est plus intéressant que les autres plateformes. Donc, il faut faire que du viral. L'accroche sur TikTok, c'est le viral et c'est tout. Si tu fais pas de viral, tu n'as rien à faire sur TikTok. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu perds ta vie à essayer de faire des vidéos virales qui potentiellement ne le deviennent jamais. Et tu perds ta vie dessus parce qu'il n'y a même pas d'éducation. Tu n'as pas de lecture, tu n'as pas de description en fait. Tu en as une, mais elle n'est pas visible véritablement. C'est vraiment, je scrolle l'un après l'autre. Une fois qu'il y en a une qui est finie, elle passe automatiquement à l'autre. Donc tu n'as même plus le choix. Tu es juste victime du système sur ton écran. C'est une catastrophe. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le fléau de cette année, c'est TikTok. Quoi. Comment l'algorithme choisit alors les vidéos? Je pourrais pas parler de tout ça. Je suis vraiment, je suis pas connaisseur en la matière. Au bout d'un moment, c'est même plus intéressant. Mais c'était intéressant du coup de parler tes élèves des réseaux sociaux en général. TikTok, ça avait pas l'air d'être trop leur folie non plus. Personne n'en a parlé. Non. Mais personne n'est très présent dessus. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours cette approche de je fais pas les réseaux sociaux parce que ça me casse les couilles. Il faut avoir envie de se montrer. T'as entendu ça? Ça m'a fait marrer. J'ai fait c'est intéressant ça. Et c'est l'impression que ça donne. Mais après, les gens, quand toi, tu arrives à driver un business via les réseaux sociaux, ils vont être un peu envieux et ils vont te continuer à te casser du sucre sur le dos. Alors qu'en fait, si je faisais la même chose, peut-être que je capterais vachement plus de clients. C'est pas qu'une question d'avoir envie de se montrer, c'est une question de se dire, je vais montrer ce que je fais, parce que c'est une vitrine. Donc, c'est pas se montrer à soi-même, c'est pas se montrer en tant que personne narcissique, c'est montrer ce que tu fais. Il y a plusieurs approches, complètement. Bien sûr. Et tu montres ce que tu fais, tu plais aux gens et tu convertis comme ça. Je pense qu'un petit jeune qui a 60 followers va te dire que ça le saoule. Et puis le jour qu'il va monter à 500, ça va commencer un petit peu à le motiver. Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est l'approche. Et j'ai eu Tristan comme élève au Dust. Coucou Tristan. Oui, Tristan, tu m'étonnes. Il avait rien, je l'ai vu exploser. Ouais, Skyrocket, lui, pour le coup, 1 million, c'est encore autre chose. Faut que j'aille le voir à Lyon d'ailleurs avant que je parte. Mais en effet, c'est l'exemple type de. Le problème, il est que. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens qui se mettent sur les réseaux, vite fait au début, ils tâtonnent un petit peu, et tout de suite, ils se sentent jugés par les autres. Parce qu'on en parlait avec tes élèves tout à l'heure quand on était dans le gym, ils savaient pas trop comment. Ouais, j'ose pas trop en fait sortir mon téléphone et me filmer, tu vois. Ouais. C'était juste ça, c'était le regard des autres. Et c'est vrai que quand ils pensent, c'est dommage de se priver à cause du regard des autres, parce que dans le fond, le regard des autres, il nous apporte rien. On s'en branle, c'est une validation. Et si tu le fais pour toi et pas pour les autres, ça risque de changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que quand j'entendais des réflexions du genre, faut aimer se montrer, c'est que tu préjuges ces gens-là. Parce que tu sens que si toi tu le fais, c'est ce qu'on va dire de toi. Encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux montrer. Ouais, mais c'est surtout parce que j'écoutais un podcast d'ailleurs juste avant, un mec qui aujourd'hui a 700-800 000 abonnés, un Irlandais, qui habite à Marbella, qui vit sa meilleure vie, Rob Lipset. Et il disait toujours, c'est marrant parce que quand j'ai commencé, je me faisais défoncer et tous les mecs se foutaient de ma gueule parce que je me filmais avec ma caméra, machin. Et j'ai dit, laissez faire. Aujourd'hui, il a 700 000 abonnés, donc il rigole. Oui, et maintenant, ces gens qui se moquaient de lui demandent, ouais, tu peux pas, il y a mon cousin qui a ouvert un bar, est-ce que tu peux pas en parler? Bah non, mec, ton bar, tu te le gardes. C'est un petit peu de mémoire. Exactement, c'est pour ça. Soyez gentils avec les gens qui commencent les réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas jusqu'où ça peut monter. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Tu l'apprends avec le temps, ça. Faut être prudent, de tout. Parce que toi, t'es actif un peu sur les réseaux? Non, c'est pas le mot, c'est pas actif. Je suis pas. Non, alors, les gens me suivent parce que j'ai coécrit des bouquins, puis j'ai entraîné des joueurs, et puis bon, voilà, je suis connu dans le secteur. Et j'expose pas pour une raison simple, je mets pas beaucoup de contenu. D'ailleurs, quand j'en mets du contenu sérieux, il se passe rien. Hein. Ouais. J'ai 6 ou 7 j'aime, par contre, je te mets un truc foireux, j'ai 220 likes juste derrière. Ouais. Donc. C'est marrant, je pensais vraiment que ton audience était au contraire très puriste et. Oui, tu vois, non, parce que des fois je mets peut-être des choses un peu pointues. Et je ne cherche même pas à le comprendre, parce que pour l'instant, je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je n'ai pas cherché à le développer parce qu'il faudrait être régulier, il faudrait faire. Des fois, je suis un mois sans rien mettre. Juste, il y a un petit peu de story, tu vois. On me le reproche. Hein. Souvent, on me dit, c'est pas normal, avec ton aura dans le secteur, tu devrais être explosé. Je dis oui, mais en même temps, je te mets des trucs complètement nuls, moi, des fois sur Instagram, parce que ça me fait. Tu vois.
parce que ça me plaît, ça me fait rire. Ouais, t'es plein d'humour, toi, Je t'aimes mets bien ce les que je- conneries, ouais. je regarde tes stories, Que des j'ai fois je envie de rigole. mettre. Ah oui, je vais pas chercher à dire est-ce que ça va plaire ou pas. Ça m'est déjà arrivé de dire moi-même ça va pas plaire ça. Ça m'a fait rire. Ouais. Donc je le mets. Donc en fait c'est mon Instagram. Il faudrait presque en faire un pro. J'ai pas du tout envie de me différencier d'un pro d'un Ouais, perso. je comprends, ouais. Oula, je mets tout là-dedans moi. Mhm. Alors évidemment on m'a dit ah mais pas tes enfants. Bon alors allez je respecte. Je mets plus les enfants. Mais moi je vois pas le souci en fait que ça Ouais. peut faire qu'on voit tes enfants. On va pas le repérer sur un réseau social pour aller le courser à l'école. Ouais, non, je pense pas. Non. Ça me paraît un peu plus compliqué que ça. Et un peu C'est raccourci. souvent, tu vas te retrouver parfois cadré. T'as un agent, toi? Non. Non. T'as eu un agent par le passé, quelqu'un qui maîtrise ton image ou quelque chose comme ça? Non, j'ai essayé, puis Mais les gens qui te donnent des limites, du coup, c'est qui? c'est ta compagne. Hein. Ah, c'est pas de. Ok, c'est rien de. Ok, de professionnel, genre fais pas ça parce que. Ah, ça, j'en ai eu si des ça gens ou qui. ça. J'écoute pas. Ouais. En fait, j'ai envie de dire, je me suis construit sans ça. Mhm. C'est toujours pas un outil, c'est une erreur, hein. J'en suis même plus conscient. Je suis en train de discuter avec une community manager qui est presque une amie, tu vois. Presque, bientôt, tu seras une amie. Peut-être que je vais y faire attention. Tu vois, Ok. en t'écoutant encore, tu vois, t'es pas Ouais. le premier, je dis, ah, peut-être. Et je leur dis eux-mêmes aux étudiants, je dis, ne sous-estimez pas les réseaux sociaux. Il y a des années, on en rigolait. Ouais. Ce n'est pas drôle. C'est un vrai outil aujourd'hui professionnel. Complètement. Et même moi, je sous-estime le truc, parce que quand tu as des formations, j'ai envie de dire, à proposer, Ouais. les gens disent « Ah, mais je vous suis sur le réseau un petit peu pour ça Ouais. ». Si tu as 30 000 personnes qui te suivent, c'est quand même plus facile d'avoir une formation que si tu en as 4 000 ou 5 000. Ah bah complètement. Hein. Complètement, ça c'est sûr que tu fais un appel à l'action, tu as des gens qui regardent ce que tu fais de toute manière dans tes stories, que tu aies un bon ou mauvais engagement, peu importe l'algorithme, tu as toujours plus de chances de plaire, que peu importe le nombre que tu atteins. Et après, il y a une question d'engagement parce que tu as des gens qui ont... C'est le nombre aussi qui fait peur. C'est « Ah putain, j'arriverai jamais à avoir 50, 100 000 abonnés ». Alors peut-être que c'est vrai, mais il y a des mecs qui ont 1000, 2000, 5000, 10 000 abonnés, ça paraît pas grand-chose, mais qui ont un engagement tel, qui ont créé une vraie fanbase, Ouais, tout le monde suit. que du coup l'engagement est très fort et qu'ils arrivent à convertir du coup beaucoup plus facilement qu'un mec qui a 100, 200 000. Je connais des gens qui ont des comptes à 200 000 mais qui ont endormi leur audience en fait et du coup il n'y a plus vraiment d'engagement, il n'y a plus d'intérêt, on follow la personne, on ne sait plus trop ce qu'elle nous apporte et il n'y a pas de connexion vraiment fanatique. Et j'ai remarqué que ça fait toute la différence. C'est pour ça que je leur disais le storytelling, les gars, ouvrez-vous un petit peu, faites que la personne va s'attacher à vous, pardon. Parce qu'une personne qui s'attache à quelqu'un émotionnellement, elle baisse sa garde, entre guillemets, elle n'a plus toutes ces barrières de « oh putain, il veut me vendre un truc ». Au contraire, c'est un échange de confiance et du coup, c'est beaucoup plus facile à convertir derrière. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ouais, si je vois qu'on essaie tout de suite de vendre, en fait, je hais la démagogie, ce qui fait que je la respire très très vite, mais plus vite que les gens. Je parais moins sympa, je sais, hein, c'est mon caractère. Je parais moins sympa, moins empathique, alors qu'en fait, ça reste ma façon de comporter, ma façade, et je fais attention à ça. Et donc, je me rends bien compte quand j'ai ce que j'ai, en face de moi quand j'ai un escroc, quoi. Et je repère souvent. Un escroc. Ouais, j'ai des escrocs. Ouais, mais la démagogie en fait partie. Les gens qui essaient de plaire à tout le monde, qui surjouent en fait la sympathie. Il y a ça, il faut être naturel derrière aussi. Je hais S'inventer un ça, mais ça personnage, plaît. Mais ça plaît, c'est ce qui plaît. S'inventer En fait. un personnage, tu trouves? Ouais, non, surjouer la sympathie, ce que je Ouais. disais. Ouais. Ah oui, ouais, le léchage de fion, ouais, bien sûr. Et alors ça, je pourrais pas le faire. Ouais. Je n'ai pas ce côté hypocrite. Mais rien ne t'oblige à le faire. Ah bah je vois pas. Moi, je le fais pas. Personnellement, je suis très bourrin sur des trucs, ça plaise, ça plaise pas. C'est aussi ta philosophie de vie, donc c'est pas trop un problème. Mais là-dessus, je pensais à toi parce que tu as 47 ans, tu vas avoir où tu vas? Dans un mois. T'es juin aussi? Ouais. Combien? 13. Ok, 21. Combien 21. T'es limite toi, non? Limite, ouais. Le dernier jour. Ouais, t'es encore un Gémeaux. Ouais, dernier jour. C'est là où c'est le plus fort dans la tête. Dans les C'est chevaliers du débiles. Zodiac, on nique tout le monde. Hein. C'est des débiles, on est deux. On est deux, c'est pour ça. Mais du coup, je sais pas si c'est un truc qui te plairait, mais de faire de la story en fait en facecam, parce que j'ai remarqué que c'est ça qui fait la différence quand même. Mais toi, tu n'utilises pas Apple. Parce que tu sais qu'on voit la différence. Sur l'ordi mais... Sur téléphone, tu sais qu'on voit la différence. Un mec sur Instagram qui n'a pas un iPhone, tu le sais. C'est ça qui est incroyable. C'est que je sais pas si c'est pour court-circuiter ou si Apple a un deal avec Instagram, j'en sais rien, mais je te promets que les stories faites avec un iPhone sont plus clean que n'importe quel autre téléphone. Je te crois, parce que même moi je me rends compte, parce que je vois bien, je vois que le niveau de caméra n'est pas le même. Moi, j'ai du Caterpillar, autant qu'en ordinateur Apple, je pense pas que je change, il faudrait qu'ils fassent quelque chose de bizarre. Autant qu'en téléphone, ils sont tellement fragiles que je ne les voulais pas. Colk, regarde. À voir. Il est tombé d'1m50 l'autre jour. Hein. Ah bah, l'autre, il est tombé 35 fois d'1m50, il peut rentrer dans la flotte, il peut faire ce que tu veux. T'as dit quoi, c'était un Caterpillar? Ouais, Caterpillar. Ils font des téléphones? Ah oui, mais des téléphones, justement, c'est pour ça que j'ai acheté. Je les cassais tellement. J'ai un pote un jour me dit tiens, toi qui casses, regarde ce téléphone. Un youtubeur qui fait un essai, donc il le met dans le four, à 50 degrés pendant une demi-heure. Dans l'eau à 1m50, pareil pendant 2 heures, je crois. Il fait tout un tas de trucs, et puis après il le jette comme ça dans l'herbe, il le reprend, tout marche. J'ai acheté direct.
J'ai acheté direct. Je l'ai pas tué, je l'ai offert à un ami qui tuait aussi ses téléphones. Moi, j'ai racheté de nouveaux Caterpillar. Et là, c'est le cas. Par contre, mais la qualité photo, les caméras, mais il faut bien qu'ils mégotent sur des trucs. La caméra, elle est. Sans déconner. Allez-y, je vais te le sortir si tu vois. Il est en train de charger là-bas. D'ailleurs, il charge, mais la batterie, elle est très bonne. Là, par contre, en caméra, rien à voir. Les photos d'un Apple, d'un iPhone, et les caméras sont largement supérieures. On s'effondrerait potentiellement là-dessus, quoi. Après, je pourrais très bien me dire, est-ce qu'on peut mettre 2 cartes SIM sur un... Non, c'est vrai que si tu as besoin de 2 cartes SIM... J'ai 2 cartes SIM. Mais tu peux avoir 2 numéros par contre là-dessus, hein. Mais 2 cartes SIM, du coup, quel intérêt si tu peux avoir 2 numéros? Alors si c'est 2 numéros de 2, j'ai Orange et j'ai SFR. Donc tu payes 2 abonnements? Ouais. Je vais te donner un type, là il y a une boîte qui s'appelle On-Off, et tu payes 3,50 € par mois, et tu as un forfait du coup d'un autre, un autre numéro. Moi j'ai 2 numéros sur mon téléphone, et on peut t'appeler, ça utilise juste un autre réseau en fait, et du coup 3,50 € et t'as pas besoin de 2 cartes SIM, quoi. À voir. Parce que non, j'ai besoin effectivement de 2 numéros. Parce que aujourd'hui, avec on a créé un DU de personnel training. Là. J'ai pas besoin que les gens m'appellent sur le téléphone perso. J'ai pas besoin que mon numéro perso soit sur tous les réseaux sociaux. Donc on a mis un téléphone que pour le DU, une adresse mail que pour le DU. Effectivement, je vois quand ça appelle, c'est marqué via Orange ou via SFR. Mais si on peut faire un truc différent, pourquoi pas. Par contre, je vois pas me trimballer de téléphone. Non, très chiant. Je rebondis sur, encore une fois, Pogba. Comment il est venu à toi, ce mec? Non, par son agent. Par son agent? Son agent avec qui j'avais bossé. Et c'est son agent. D'ailleurs, son agent, son premier agent, celui qui l'a lancé, a été un des premiers au monde à faire ce système. Ça veut dire de prendre des jeunes, de leur coller un préparateur physique, de coller de la posturo, parce que Vincent qui était là a commencé avec eux, coller de la diététique. Et d'ailleurs, le modèle a été copié. D'ailleurs, si on revient vers moi, maintenant, c'est parce que ce modèle a été copié. Donc, c'est souvent les agents. C'est même très rarement le footballeur qui vient vers moi. C'est l'agent qui trouve un préparateur physique. Tu vois. Puis en plus, on va dire que c'est un monde un peu petit, mais enfin, le kiné qui bosse là, avec qui t'as bossé, te renvoie le truc, toi, tu renvoies le kiné. C'est un peu logique, ça, dans tout métier. Ça s'appelle du réseau. Non, c'est l'agent. Puis, je me rappelle de la première séance, les mecs, ils font tous 1m91 et ils font 15 kg de plus que moi, mais ils avaient tous peur. Ils avaient peur du prépa. Ils m'appelaient comme ça. Prépa. En fait, ils ont fait une super séance, bien dure, peut-être encore plus dure que ce qu'ils me pensaient, mais en se marrant à l'époque. Et ils ont dit, en fait, c'était cool. On en a bien chié, je me rappelle. Ils ont dit, on a bien chié, mais c'était cool. Et puis ça a adhéré au truc. Ils s'attendaient à faire un truc militaire, à faire des trucs à ne plus en finir. Mais là, c'est de la préparation physique, donc on veut optimiser. Je veux pas vous détruire. Oui, c'était dur, mais avec des longues pauses. Vous n'avez pas eu des courbatures de fou. Surtout pas. Il faut surtout pas qu'ils aient des courbatures. C'est ce que je dis en prépa physique, les gars. Évitez les courbatures. Il vaut mieux faire un petit peu moins que finalement l'optimal dans la littérature scientifique te dit tiens, il faudrait faire 4 séries. Peut-être vaut mieux faire 2 ou 3. Si derrière le mec peut continuer son entraînement. La prépa physique doit servir en fait le sport. C'est-à-dire que tu dois pouvoir faire plus d'entraînement de ton sport, mais surtout pas réduire. Donc si ta prépa physique elle est sévère, tu joues en fait sur la qualité de technique du sport. Et ça c'est une connerie. Un tennisman qui fait jamais de muscu, qui fait faire du gros développé couché, le mec le lendemain il te fait un service, il est là, les coups droits, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire développé couché, on va plus en faire parce que l'entraînement j'étais lent. Non, t'étais pas lent, t'étais courbaturé, encoliosé en fait. Et c'est une erreur du prépa physique. Donc non, ça leur a plu et puis ils ont adhéré. Une fois qu'ils sont passés pro, c'est ce que pensait l'agent, ils payaient leur prépa à eux. Puis jusqu'à temps que ça match un certain temps, comme tu changes de bagnole, tu changes de tout. Ils t'ont changé quoi. Alors c'est plutôt le nouvel agent qui a changé toute l'équipe. Ah, c'est le nouvel agent, merde. Quand ils t'appellent comme ça, l'agent, ils te disent clairement quels sont leurs besoins. Alors ce qui est marrant, le dernier là que j'ai eu en tête, il voulait pas me dire c'était qui le joueur de foot. Alors que je savais déjà, parce que j'ai eu un appel du kiné juste avant. Donc je savais très bien dans quel pays c'était et qui c'était. Bon, mais c'est pas grave, je joue au jeu en fait. Et le mec, il essaie de savoir comment tu travailles, quelle qualité tu vas pouvoir lui apporter, parce qu'il y a un joueur à qui il manque ces choses-là. Donc tu discutes. J'arrive à un âge où j'ai été un peu plus cash la dernière fois. Je disais, bon, écoutez, moi c'est l'inverse. En fait, les joueurs de foot, je connais très bien. L'entraînement, il est prévu à 15h. Le mec, il m'appelle à 16h pour me dire qu'il sera en retard. Finalement, on va le faire à 18, puis à la fin, ça finit à 21h. Je veux plus de ça. Non, c'était. En fait, je vais pas parler des méthodes. Je fais, non, mais aujourd'hui, je me pose plus de questions sur comment je travaille. J'ai formé des mecs que vous avez peut-être appelés la semaine dernière. J'ai écrit des bouquins que les autres essayent de comprendre. C'est pas méchant, mais. S'il vous plaît, en fait, on vous discute plus de ça. J'ai joué un petit peu star, mais en même temps, ça a marché quand même. Je dis par contre, on va faire l'inverse. Je m'en fous que l'autre il gagne en fait 12 millions d'années l'année. Enfin, bravo en fait, bravo, tu joues au foot, t'as bac-4, mais t'es riche. C'est comme ça. J'ai envie de dire, par contre, non, j'ai plus l'âge de t'attendre toute la journée, tu vois, ni de me saboter entièrement 3 jours alors qu'on va faire de training. C'était régulier ça.
Comment? C'était régulier, ça. Les mecs arrivaient hyper en retard tout le temps. L'avant-dernier, il a réussi à me pourrir toute une journée, en fait, et à changer plusieurs fois de... Mais comment ils se démerdent, du coup? Ils n'ont pas des emplois du temps hyper carrés, justement? Alors déjà, non. Si je prends le cas de certains joueurs de foot et certains clubs, c'est pas certains joueurs de foot, c'est dans le club où ils sont, c'est dépendant même de l'entraîneur. Ouais. Ils reçoivent un SMS le soir pour savoir s'ils s'entraînent demain matin ou demain après-midi. D'accord. C'est du jour le jour. Donc j'adore quand j'ai random, des élèves qui ont la question faite dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on a à foutre? T'as des joueurs pros, ils savent même pas s'ils s'entraînent demain à 10h, si c'est demain à 15 ou s'il n'y a pas d'entraînement d'ailleurs. Ok. Ou s'il y en a 2. Donc mais c'est fait exprès ça. C'est pour un effet de surprise, pour les empêcher peut-être de se faire une grosse soirée, tu vois, ça le sabote. Des fois c'est à 22h qu'ils reçoivent le SMS. Ah, du coup, ok. C'est quand même marrant. Mais du coup, ils peuvent rien prévoir à l'avance qui est en dehors de leur cursus, quoi. Quand tu les connais. Ouais, non, mais je veux dire, c'est bien, c'est une affirmation, quoi. Ils peuvent pas. Bonne idée. Ouais. Alors, et tu ne sais pas non plus s'il va faire de la vitesse. Bon, après, franchement, avec le temps, ils font jamais de musculation lourde, donc tu risques rien. Ils font jamais de musculation lourde. Non. Ouais. Je connais des clubs pro, on parle des 5 meilleurs clubs du monde, en fait, dans le football. Tu regardes, ça enregistre toujours. Bah, j'entends les bruits, ouais, je me dis, c'est quoi ça? mais je suis persuadé que ça fonctionne toujours parce que sinon l'écran se serait éteint. Et oui, non, c'est tout baigne. C'est juste moi, j'ai tellement pas de chance avec le hardware que des fois tout merde pour rien. Mais ouais. Je pourrais faire presque un bouquin d'exemples de ce qu'il y a eu de clubs, d'entraîneurs. Il y avait des clubs où c'est interdit de dépasser 50 kg au squat. Ok. Voilà, peu importe ton gabarit. Hein. Et pareil, tu vois, toi aussi, ok, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi la règle? On sait pas. Ok, parce que voilà, ok. Peut-être qu'au-dessus de 50 kg, c'est même pas un pourcentage, quoi. Non, c'est une charge. Alors peut-être que c'est le côté, ils sont 17 dans la salle, tiens, comme ça on met une barre à 50 et ça marche pour tout le monde. Ouais. T'es là, c'est ouf ça quand même. Bon, à ce niveau surtout. Ouais, c'est infernal. Mais au bout d'un moment, on dit, ils sont quand même dans les meilleurs clubs. Le meilleur club, c'est pas le meilleur training, c'est celui qui a le plus d'argent, donc il prend le meilleur joueur. En fait, il y a un moment donné, il faut vraiment le mettre comme ça. Si là, les gens savent pas où on est, dans une structure de handball, c'est le 10e budget en fait de la première division. Mais ils sont 4e au classement. Mais si on leur triplait, on leur quadruplait en fait leur budget, ils pourraient avoir des joueurs différents. Et puis au lieu d'être 4e, ils seraient peut-être 2e ou 1er. Ok. Ça joue comme ça. Et c'est vrai qu'on paye tellement cher un mec. Moi, si je te donne 2 millions d'euros parce que j'ai envie que tu fasses des vidéos pour ma page Instagram, je te donne 2 millions par an. J'ai inclus dans les 2 millions d'euros que tu vas t'entraîner en dehors quand même. Ouais. Tu vas avoir une hygiène de vie qui va avec. Et quand tu payes un joueur 15 millions d'euros par exemple l'année, tu espères qu'il dorme aux bonnes heures, qu'il mange correctement et puis qu'il va peut-être s'entraîner un petit peu par lui-même. Et c'est exactement ça. Finalement, le club n'est pas vraiment pour entraîner, mais pour avoir une cohésion de groupe, un espèce de bagage technique pour que les mecs s'entendent le samedi soir en fait, lors du match. Okay. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs où on leur paye un abonnement à la salle de muscu. Et c'est open bar. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? J'arrive, toujours avec des mecs qui font une tête de plus que moi. Et puis, ils me présentent à l'accueil, c'est mon prépa, je viens. Et puis, le mec, tout le monde le reconnaît, on sait qui c'est. Hein. Je rentre et on fait notre training. Ah, ils prennent des coachs comme ça, c'est libre, c'est pas attaché au club, ils font ce qu'ils veulent. Selon les endroits. Il y en a où ils veulent pas qu'il y ait d'entraîneurs personnels. Ok. Écoutez, ça commence à se populariser dans tous les autres sports. Les équipes de basket, en fait, aujourd'hui, on a augmenté le salaire des joueurs en disant vous prenez en fait un staff en dehors. Donc c'est officiel en fait cette histoire. Donc c'est assez marrant qu'en France, il y a encore les vieux de la vieille. J'ai envie de dire, je crois, non mais professionnellement, le pire âge, je crois que c'est le mien. J'arrête pas de le dire, hein, mais la tranche des 40-50, c'est un peu les pires, parce que tu es encore dans tes aptitudes un peu jeune, tu vois, tu arrives à faire des trucs. Encore, t'es pas encore, ça y est, t'es arrivé un petit peu au pic et ça va redescendre. T'as de l'expérience. Tes études en fait sont loin, mais tu ne te sens pas encore obsolète. Alors qu'en fait, tu commences déjà à avoir des vieilles idées. Et moi, je les aime pas en fait, de 45-50 ans. Okay. Je préfère des gens plus jeunes et plus ouverts. Et donc, j'ai envie de dire que cette génération-là, il faut qu'elle parte pour laisser place à des gens qui ont connu d'autres choses. D'accord. J'allais te dire justement sur l'équipe de France, moi, c'est le peu que j'ai vu à travers mon œil extérieur. Ils montraient un peu leur prépa physique de temps en temps et ça créait des débats monstres parce qu'ils leur faisaient faire des conneries sur des bossus, machin. Le préparateur physique, on dirait qu'il a 72 ans, quoi. Et je me disais, attends, c'est quoi? Et je me suis dit, Didier, il en pense quoi? Combien de fois j'ai voulu commenter j'ai un peu commenté, on me dit, ouais, mais vous connaissez pas. Alors si, je connais les mecs qui y sont, j'ai déjà eu le programme dans les mains, j'ai eu le programme ce que tu voyais à la télé, je l'avais déjà reçu, moi, parce qu'ils reçoivent des programmes individuels. Pareil, le mec, il est plus là pour leur faire leur éducation. C'est un peu trop tard. Des fois, c'est un peu de la comédie pour la caméra. Les mecs en club font pas de muscu. Et puis d'un seul coup, ils sont en équipe de France, puis ils vont faire de la muscu. Tu m'étonnes que l'autre, il te fait un tirage menton. Finalement, le tirage menton, c'est un tirage front. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ben oui, l'autre, squat. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Mais c'est parce que c'est presque vrai. Pour certains joueurs, c'est presque vrai. Donc, selon le club où ils sont, comme ils font pas de muscu ou que la culture elle est ridicule, ils se retrouvent. C'est un peu bizarre en fait. Des fois, je les plains, les mecs en équipe de France. Tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas fait le même nombre de matchs, qui n'ont pas les mêmes niveaux. Et puis, allez, on est tous là. Allez, aujourd'hui, il y a le programme du jour. Correspond peut-être presque à personne.
s'il n'a pas été individualisé. Puis Ok. bon, de toute façon, on a été champion du monde à un moment donné, donc forcément, malgré que la vidéo a été critiquée, C'est que c'était ça bon. marche quand même. Ouais, ou finalement, c'est que c'est peanuts. Ouais. Et je pense que j'en suis au stade c'est peanuts finalement. Ce qui compte, c'est les joueurs sélectionnés, leur niveau, leur état de fraîcheur par rapport à ce qu'ils ont fait. La prépa physique équipe de France, pas dire que c'est une blague, c'est plutôt une cohésion de groupe. Tu vas plus changer les mecs en 2 semaines ou en 3 semaines. Pogba 2014, on avait fait une prépa de malade. Moi, j'ai vécu 1 mois et demi en Italie. Je suis pas rentré chez moi. J'avais un appartement à Torino. Et puis, il est arrivé le plus tard, je crois, pour rejoindre l'équipe de France. Et en fait, il sortait d'une prépa de fou. Et puis, après, derrière, il a fait quoi? Il a fait un peu de vélo, il a nagé 3 fois et puis il a soulevé un haltère. D'accord. On est sans sous-estimer le travail qui a été fait là-bas avec d'autres. Hein. Mais c'est ouf parce que justement, quand tu es appelé comme ça, tu regardes leur physique, forcément, tu dirais qu'ils se sont jamais entraînés de leur vie. C'est particulier. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Parce que c'est vrai que moi, j'ai une très mauvaise référence. J'ai aucune expérience dans le foot. Enfin, j'ai joué 5 ans au foot, mais je veux dire, en termes de préparation physique pour le foot, quand je t'ai vu entraîner les plus grands, je me suis toujours demandé, putain, ils leur font faire quoi? Parce que ça se voit pas, physiquement, ça se voit pas. Et c'est vrai que moi, je viens du foot américain et je regarde forcément les prépas aux États-Unis, ne serait-ce qu'en universitaire. Les programmes, ils font flipper. Mais c'est bien, hein, dans le sens où tu te dis, c'est brutal, c'est beaucoup du power clean, du jerk, du machin, de la force, du squat lourd, du bench lourd. Et c'est incroyable. Et bon, ça se voit sur le terrain, les mecs, c'est des brutes, forcément. Aider avec ce qu'il faut derrière aussi. Mais du coup, au foot, ça se passe comment? Non. Dans les centres de formation, pareil. En fonction des centres de formation, il y a un petit peu de muscu ou pas. Des fois, il y en a étant jeune, puis après, ils l'arrêtent. Ok. Quelle est la raison? Alors, j'aime bien savoir le pourquoi. On ne sait pas trop. Hein. C'est pas facile d'avoir eu le côté soit on n'a pas le temps, ce qui est possible. C'est possible parce que tu as un entraîneur qui est là pour faire un petit peu de trucs. À côté, il doit faire quand même un peu de français, d'histoire géo et de trucs. Finalement, on a zappé un peu le côté. Histoire géo. Histoire de dire qu'il est un peu scolarisé encore parce qu'il n'a pas encore 16 ans, tu vois. Moyen aussi, finalement, ça a beau être un endroit où il y a de l'argent, peut-être qu'il n'y a pas une salle de musculation hyper équipée ou alors les horaires ne correspondent pas et c'est occupé par les pros dans le centre de formation. Donc les pros sont en train d'occuper la salle, donc les jeunes n'y sont pas. C'est assez particulier. Et avec le temps, tu sais, dans les centres de formation, où ça bosse la muscu et où ça la bosse pas. Mais c'est vrai que si tu arrêtes à 16-17 ans la muscu, tu as 21 ans, ça fait déjà 4 ans que tu n'en fais plus en fait. Parce que tu joues à une cadence de match assez importante, tu l'as perdu en fait cette habitude. Alors, c'est sur le moyen et long terme. De toute façon, la tranche des plus de 25, c'est ceux-là qui commencent à se dire il faut que je fasse quelque chose. S'ils ne sont pas arrivés à un certain niveau, ils ne sont pas en train de performer, parce qu'ils ne sont peut-être pas si brillants que ça sur leur football, ils disent il me faut un peu plus de qualité physique. Ou alors parce qu'ils veulent durer. Parce que des joueurs de foot exceptionnels qui n'ont pas fait longtemps, il y en a une liste longue comme le bras. Je crois que le plus connu de la planète, à 25 ans, il a arrêté. Ronaldinho, hygiène de vie catastrophique. Il a été pris pour trafic de faux passeports, je crois, il y a 3 ans. J'ai vu ça dans l'actualité. Je fais non, mais vous rigolez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'imagine bien, tu sais, limite, le mec, il va chercher un bédo, tu vois, à la cité. Il y a Ronaldinho, tais-toi. Change de métier, bonhomme, parce que tu vas te faire repérer très très rapidement. Bon, j'exagère un petit peu le truc. Mais c'est ça, moi, j'en connais qui sont chauffeurs-livreurs, qui est en équipe de France. T'imagines, tu te fais livrer en fait ton truc chez But ou de. Mais pourquoi? Parce que ça paye pas l'équipe de France? Ils sont ruinés en plus. Non, ça paye. Ah, mais ils savent pas se gérer quoi. Là, est-ce qu'on parle de ça là? On peut en parler. Hein. Tu sais qu'il y avait une stat, c'était 50% des joueurs de foot étaient ruinés au bout de 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence financière. Alors, je peux pas entièrement leur taper dessus. J'ai essayé de proposer, moi, des collègues qui étaient compétents. On m'a dit Didier, j'ai reçu un coup de fil, c'est Didier, reste à ta place, de l'agent. Bon, tu sens que là, il fallait pas aller plus loin. Alors, on fait simple, hein. Tu as une maison qui vaut 200 000. Mais comme il y a des gens qui sont très gentils, ils lui vendent à 300 000 à lui, puisqu'il a les moyens. Mais il n'achète pas qu'une maison, il en achète 10, 15, 20. Donc, il fait quand même des crédits. Donc, tous les mois, il y a des vraies sommes d'argent qui partent. Mais bon, il prend 500 000. Bon, il y a 150 000, 200 000 qui partent. Mais quand il arrête le club, du jour au lendemain, il n'y a plus de salaire. Puis tu ne vas pas à Pôle emploi retoucher 400 000. Donc, le mois prochain, la banque, elle prélève, et elle reprélève, et elle reprélève. Et au bout d'un moment, le mec, il dit bon, il faut que je vende une maison. Tiens, la maison à 200 000, là, c'était une affaire. Sauf qu'en fait, lui, il avait acheté 300 000. La maison à 300 000, c'était une affaire. Le mec, il dit en fait, elle vaut 205 000. Il vient de se faire baiser. Et pour la vendre rapidement, il ne la met pas 205 000, il la met à 170 000. Bon, là, c'est bon, c'est la cascade. Ok, je comprends. Ruiné. Putain. C'est énorme. C'est plein. Alors, s'ils ont engendré au bout d'un moment 70, 80 millions, ça devient difficile de les ruiner. Pour d'autres qui sont un peu plus bas, mais qui ont quand même des gros salaires, 50% à 5 ans. Donc, t'en as qui sont chauffeurs-livreurs. C'est incroyable. Tu te fais livrer ta machine à laver. L'autre, c'est bon, on me l'a fait à chaque fois. Il doit mettre une perruque, une moustache. J'allais dire, les mecs doivent mettre vraiment une fausse moustache pour être tranquille, quoi. C'est triste. Incroyable. C'est triste. De là, donc, un mec comme Pogba, comme je disais, il vient te voir de lui-même ou
enfin, ou que ce soit lui ou un autre joueur, ceux qui t'appellent directement de eux-mêmes. C'est jamais arrivé. Tout ça, c'est que des agents à chaque fois qui t'ont placé. J'ai jamais eu un joueur de foot direct au téléphone, toujours l'agent. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et le dernier, c'est l'agent, c'est le collègue de l'agent. Et ça t'est déjà arrivé du coup d'aller en salle de sport avec un joueur pour lui, en dehors de sa prépa normale, quand tu dis qu'ils ont un programme, enfin ils n'ont pas un programme, ils ont un abonnement à la salle de muscu. Pour certains, ouais. Donc il faut qu'ils s'en servent. Ça t'est déjà arrivé d'aller avec eux pour ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils te demandent du coup? Eux? Parce que vu que ça fait pas partie de leur cursus de prépa qu'ils doivent faire obligatoire. Ils ont tous la même demande. Je veux des gros pecs. Non, ça va, ça. Je m'y attendais à cette connerie. Parce que j'ai connu ça à Rouen, le FCR. Les gars, je suis rouennais. Hein. Le FCR, ouais, j'étais dans une salle où les mecs du FCR s'entraînaient et tout ce qu'ils voulaient, c'était des pecs. Ok. Ouais, mais en même temps, vous êtes dans un bas niveau de foot, donc vous êtes dans un bas niveau d'ambition. Hein. Ça va avec. Non, je crois que c'est jamais arrivé. Non. Ils sont conscients qu'ils veulent des meilleurs appuis, ils veulent souvent courir plus vite. Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que dans le football, on atteint quasiment, on ne peut pas atteindre sa vitesse max, ce sont des accélérateurs. Ouais. Et des accélérateurs, tu sais, multidirections. Donc il faut les faire accélérer plus vite et il faut les faire changer de direction. Donc il leur faut de la force. Souvent, ils ont un déficit de force qui est super important. Ouais. Alors, ils ont l'impression qu'il faut faire des sprints en ligne droite. Ouais. Mes premières études en prépa physique, c'était avant les années 2000. Et puis on va dire, allez, en 2000-2001, tu vois, c'était cette période-là en fait. On avait compris, après 20 ans d'erreur, qu'il fallait arrêter de faire des sprints en ligne droite à des mecs puisqu'il n'y avait aucun transfert sur le terrain, mais zéro de chez Super intéressant. Bah oui, donc on avait dit les mecs de l'athlétisme, bon, et même eux en fait avaient dit ouais, effectivement notre rôle sert à rien parce que tu ne cours pas comme ça, hein, tu te retrouves avec un centre de gravité qui est hyper bas, tu peux changer de direction, tu as une incertitude qui est totale, alors que sur une ligne droite il n'y a pas d'incertitude. C'est un couloir. Le mec n'a pas à couper ton couloir, sauf les vidéos qu'on voit sur des petits meetings où tu as un mec qui traverse un couloir. Donc ça fait du coup une sorte de vidéo gag. Donc, on doit les préparer autrement et ça sert à rien d'aller chercher des spécialistes de sprint. Et finalement, la plupart du temps, ce qui leur manque, c'est réellement de la force. Donc, des abducteurs solides, des adducteurs solides, des appuis importants. Et tu les amènes là-dessus. Donc, entre les squats, les exercices d'abduction, d'adduction, là où c'est important. Et puis, pas tant de choses au niveau sprint et accélération. Pas tant que ça. Et puis sinon, il faut aller sur un terrain, il faut aller dans l'herbe. Ils en font suffisamment en fait derrière. Ouais. Tu augmentes la force en général, j'ai envie de dire presque tout s'améliore derrière. Ok, donc en salle, concrètement, ton go-to, vraiment le truc, tu te dis, le mec, il a besoin de moi, il doit améliorer la force de ses appuis. Qu'est-ce que tu lui fais faire en premier? On va commencer déjà, vraiment, dire, on va faire des squats, on va faire des pauvres squats. Tu vas voir qu'il y en a plein qui ne savent pas faire de squats. Ah, je suis pas étonné. Mais plein. Donc on va faire des squats, je vais me trouver une multiple, ou sinon une poulie vis-à-vis. S'il n'y a pas, je me débrouille avec les élastiques. Va falloir faire des abducteurs. Parce que le rôle des abducteurs, ce sont des rôles de stabilisation. Ouais. On a toujours l'impression qu'on fait de l'abduction, que l'abducteur, finalement, c'est de l'appui unipodal. Donc quand ton bassin ne s'écroule pas, c'est parce que ça resserre de l'autre côté. Ouais. Et quand tu cours à 30 km/h ou à 35, là, la tension, elle est violente. Okay. Le psoas n'est jamais bossé, alors que c'est un releveur important. Donc pour l'accélération, c'est chouette. Et pour la frappe, donc je vais partir sur des exercices en fait en iopsoas. Donc pour ça que multiple, encore une fois, c'est bien, ou une poulie vis-à-vis. Il n'y en a pas partout des multiples. On se débrouille toujours, pas besoin en fait. D'ailleurs, des multiples, comme je prends le cas d'une Panata, moi je la plafonne en fessier, en psoas et en abducteur. Putain. Donc sans problème. En plus, en abducteur, c'est chaud, il n'y a pas beaucoup de force. Hein. Et mon gabarit. Mais toi, t'es. Non, c'est que toi, c'est encore pire pour toi. Ouais. Parce que moi, je suis obligé de mettre des élastiques. Donc, tu as du mal à en trouver. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas con, tu vois, parce que ça, c'est des muscles que moi, je vais avoir tendance à laisser un peu de côté. Parce que même si, là, le foot américain, j'arrive à la fin, il me reste littéralement un entraînement vendredi, un match dimanche, après c'est terminé. Ah, c'est la saison est finie, hein? Ah ouais, moi, de toute façon, j'en peux plus. Je veux plus me consacrer à ça, c'est trop de compromis, si tu veux. Déjà, je ferai jamais carrière dedans, j'ai 32 ans, j'ai arrêté de jouer pendant 8 ans, j'ai joué 4 ans par intermittence. Du plaisir, quoi. Pour le fun, mais c'est un sport fun dangereux. Oui, donc, tu vois, rien qu'hier, on s'est tapé la tête avec un mec sans se voir arriver en plus. Ah ouais, la surprise. Et on portait pas d'épaulière. Hein. Oh, ça a tapé fort. Ça fait pas rire. J'ai un super casque, donc ça va. Mais oui, tu te dis, fais chier, quoi. C'est pas rentable. C'est trop de compromis, ça me permet pas. Et puis pour moi, c'est pas une valeur ajoutée de faire du foot américain sur les réseaux sociaux. Si je vends aujourd'hui une méthode d'entraînement avec un physique, il faut que j'affiche un physique. C'est pas que je me dise, putain, les gars, je me suis blessé, j'en ai pour 6 mois. Oui. Donc c'est pas intéressant et c'est quand même un sport qui détruit les neurones. Donc j'ai pas la position la plus dangereuse non plus, mais en étant receveur, je peux me faire éclater 2-3 fois quand même. Par des bons bébés. Ouais, par des gros linebackers. Si j'ai une course au milieu, tu vois, qui va me faire arriver et il y a un mec qui a qui a été bon en lecture de jeu et que du coup, au moment où j'attrape le ballon, je suis à pleine vitesse, lui il arrive à pleine vitesse dans l'autre direction. Carnage. Ça m'est arrivé comme ça une fois aux États-Unis à l'époque où je jouais là-bas.
Le casque, il a volé. Hein. Donc, c'est pas bandant. Mais du coup, tout ça pour rebondir sur le fait que des choses comme les abducteurs et les adducteurs, bah, je le fais peu. Réellement, c'est pas des muscles qui te... Bah, esthétiquement parlant, tu ne penses pas trop. Tu te dis, bon, et surtout les abducteurs. Le truc, les adducteurs, à la limite, ok, parfois je ressens, je vais quand même les bosser un peu. Mais abducteurs. Ouais, et alors, du coup, je suis quand même devenu assez fort en abducteur parce que je les bosse et puis je bosse pour les sports de combat. Ouais. Mais tu as du mal à trouver des machines bien. Alors, il y a les machines assises, mais c'est pas du tout la même position. J'aime pas trop ces trucs-là. Ouais. Bah non, puis tu sens plus le piriforme qui est en train de travailler, qui est en train de tracter derrière que vraiment ce qu'il faut. Donc, en fait, ma priorité, elle est souvent là-dessus. La sangle abdominale, tu vas la jouer parce que c'est le transfert, donc sur des anti-rotations ou des exercices comme ça. Et puis derrière, tu rajoutes quand même du cardio, et le cardio, c'est toujours d'intermittent ou d'intensité. Ouais, je veux dire, quelle forme de cardio tu leur fais faire à ces mecs? Que la même chose. Alors, jamais de course à pied, jamais. Et ça, c'est dur à expliquer parce qu'ils sont là, bah oui, mais c'est le transfert, il n'y a pas de transfert d'endurance, arrêtez vos conneries. Le cœur ne sait pas si tu nages, si tu es en train de courir, si tu es en train de pédaler. Les mitochondries, elles n'ont pas 3 fonctionnements, le mode jogger, le mode grammeur. Skier, à recréer des nouveaux capteurs à oxygène. J'ai envie de dire, non, les mecs, ils font 10 bornes par match, ils font des entraînements presque tous les jours, ça dépend des fois. Qu'est-ce que tu vas y rajouter du tapis de course où tu vas le mettre une demi-heure, il va se taper un coup de 5 bornes ou 7 bornes d'impact. Au pire, ça pourrait être de l'incurvé pour des sprints. Ouais. Mais je préfère, moi, le vélo. Le vélo, il n'y a jamais de courbature. Tu peux te faire des 30 secondes à fond, 2 minutes 30 de récup. Ah, intéressant. Tu arrives à vomir avec ça. Hein. D'ailleurs, tu arrives à vomir vraiment. De l'intervalle sur du bike. Ah oui. Parce que l'idée, c'est de développer le VO2, donc le transport de l'oxygène, et absolument pas. Il court déjà assez. Par contre, on serait hors saison. Le mec fait plus de foot. Banco, on va les courir parce que tu maintiens un niveau d'impact. Comme ça, ta reprise sera cool. Mais te rajouter de l'impact sur ta semaine, je comprends qu'au bout d'un moment, le mec il dit tiens, j'ai un petit peu le genou, tiens, j'ai un petit peu la cheville. Bah oui, je viens de te rajouter 7 bornes ou si on s'entraîne 3 fois par semaine, je te rajoute 21 km. Ouais, c'est pas faux. Et c'est la charge en impact. Jamais de tapis de course. Jamais. S'il y en a, c'est en réathlétisation. On a mis de la pente, mais on est hors contexte parce qu'ils font plus de foot. J'ai envie de dire que ça se ressemble au bout d'un moment. Ouais. C'est rare qu'il y ait des particularités incroyables. On rajoutera un peu de haut pour reposer le bas aussi. Puis l'air d'un, ils chutent, les mecs. Hein. Et quand ils chutent, t'es content d'avoir une épaule qui est assez solide. Il y a des épaules contre épaules. Oh, c'est pas le coup. C'est pas pour le ballon que tu vas dégager un petit peu, que tu as besoin d'un pull vert de malade. Ça, on s'en fout complètement. C'est des fois, j'aime bien voir les étudiants aller chercher les exercices. Ouais, parce que quand il est en touche, tu crois qu'il a besoin d'envoyer le ballon à 300 mètres. Ça, c'est ouf parce qu'on essaye souvent de répliquer le mouvement à la muscu et on se rend compte que c'est peu transférable. Est-ce qu'il est utile en fait celui-là? Est-ce que c'est vraiment une priorité en fait? Et comme l'erreur que je faisais aussi à l'époque où je coachais des gens en Australie, des golfeurs, je leur faisais faire des swings et des machins avec des poulies. On a tous fait ça. Après, il te manque un petit peu de maturité ou des fois d'avoir vu d'autres points de vue puis de dire ah ouais, la pertinence. Mais c'est normal qu'on se forme un petit peu et puis qu'on voit tout de suite. On essaie de faire bien. Et comme tu as dit, en reproduisant un geste, et peut-être que c'était pas intéressant. Ce qu'on appelle le transfert de force, ça me fait rire. C'est dans ce cas, il faut que ton geste soit très très proche de ce qu'on est en train de faire. Mais finalement, la qualité physique va faire le taf. Les tissus ont changé, la raideur est là, la force a augmenté. T'inquiète pas trop, en fait, hein, en général. Alors, c'est dur aussi à voir sur le terrain. Tu as fait des abducteurs pendant 2 mois, tu as fait du squat. Et maintenant, est-ce qu'ils jouent mieux au foot? C'est pas facile, ça. Ouais, comment t'es noté, du coup, au final? Quel est le feedback derrière quand ils sont sur le terrain? Comment est-ce que tu arrives à notifier? Comment un joueur est content de ton travail? C'est une vraie question. Alors, c'est vrai qu'ils ont cette espèce de ressenti du « ouais, je me sens mieux » ou moins fatigué. Ça me parle. Après l'entraînement, le même entraînement, parce que c'est le même entraînement quasiment qu'ils font toute l'année, le mec, là, je suis moins fatigué, je subis moins. D'accord, donc en fait, tu pourrais même t'entraîner un peu plus? Ouais, c'est ce que j'amène, en fait, c'est ce que j'essaie de faire après. Tu peux pas refaire 15 minutes de tir au but en plus, selon le poste où il est, de repiquer des vieux modèles. C'est-à-dire que, et même des gens actuels, c'est le cas, le mec, allez gars, on va à la douche. T'en as un, il prend le ballon, il se fait 10 minutes de tir au but. 10, mais pendant 10 minutes, il a tiré plein de buts, plus que les copains. Et le lendemain, 10. Le lendemain d'après, 10, et 10, plus 10, plus 10. On est à 30 minutes. Et au bout de 4 ans, le mec, il a, mais je ne sais pas combien d'heures de plus au tir au but. Et après, on va dire, putain, mec, il cadre bien, il est bon quand même. Il est bon, mais il s'entraîne plus que les autres. Donc, si tu arrives à faire en sorte que le gars s'entraîne un petit peu plus, vraiment en foot, ça peut être bien, ou qu'il subisse moins ses entraînements, donc qu'il s'entraîne plus. Donc, il a plus de volume à louer, C'est vraiment ce qui est recherché. Ta prépa physique doit vraiment servir ton sport. J'ai toujours dit ne jamais soustraire du temps pour mettre de la prépa. Moi qui me dirais, je fais 14 heures de foot, je suis prêt dans le V2. Mais jamais de la vie. On va t'additionner de la prépa pour que tu conserves ça et qu'il soit de meilleure qualité, voire qu'on l'augmente. Si on commence à te réduire le foot, tu ne peux pas être meilleur en foot. Tu ne vas pas me faire croire qu'un mec qui s'entraîne 14 heures versus celui qui joue 10, si c'était le même mec, celui qui joue 10, il est meilleur. Ça serait vraiment bizarre. Moi, souvent, je dis,
Tu joues au billard, non? Bah, tu vas te prendre une dérouillée, alors, parce que moi, au billard, je suis bon. Tu vois. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai plus d'heures de billard que toi. Et ça marche comme ça dans la musique, ça marche comme ça en tout, en training. Donc l'idée, c'est qu'ils s'entraînent plus, qu'ils subissent moins. Et... du coup, avec le temps, ils augmentent leur volume et c'est là où ils voient qu'ils sont ils sont en mesure de le faire sans subir davantage. Je remets un compte, puis des fois, il y a des mecs qui me disent bon, bah tiens, je cours plus vite, bon, ça, peut-être. Ouais, c'est dans la tête, c'est le placebo, ça fait toujours plaisir, quoi. Par contre, si tu cours pas plus vite, mais de la même manière plus longtemps, c'est gagné. Si effectivement, deuxième mi-temps, tu cours toujours à la même vitesse que la première, c'est que tu as gagné en fait là, en performance. Parce que de toute façon, j'ai du mal à croire qu'ils courront plus vite, puisqu'encore une fois, on n'atteint pas sa vitesse max. Hein. On est que des accélérateurs. Accélérateurs avec des changements de direction. Mais les changements de direction fatiguent. On s'en rend bien compte, hein, toi qui fais le football américain, au bout d'un moment. Parce que j'ai envie de. Je veux bien courir les droites, mais est-ce que j'ai envie de. Et là, j'ai la force pour. Si j'ai la force pour, j'y vais en fait. Pas con, hein. Tu sais que ça, c'est là où moi, je me rends compte en fin de carrière, c'est un peu dommage, que mes abducteurs potentiellement auraient eu du travail à faire en amont, parce que c'est là-dessus où je fatigue vite sur les changements de direction, parce que le foot américain, c'est hyper explosif, évidemment, c'est des efforts de 5 secondes. Et hier soir, j'ai fatigué. Et j'arrivais plus à faire mes changements de direction. Bon, on n'est pas aidé parce que le terrain, c'est une bouse, t'as pas d'appui, c'est horrible. Et c'est là où j'ai le genou qui a commencé à dérailler. Et j'ai dit putain, je peux plus. Et j'ai plus de force, j'arrive plus à me propulser, mon explosivité, elle est naze. Tiens, de dire. Puisque qui fait tampon quand les abducteurs sont fatigués? Ce sont les genoux. Donc en fait, les abducteurs sont protecteurs en fait, des genoux. Intéressant. Donc quand tu muscles la hanche, le genou en bénéficie. Et en fait, à chaque fois, ça joue au niveau des étages. Donc des mecs, pareil, qui ont des faiblesses au niveau du genou, tu rebosses encore une fois au-dessus, quoi. Donc la prépa se situe là-dessus, même si eux, ils vont voir, je vais être plus explosif. C'est un peu les mêmes choses, en fait, qui reviennent. Et puis de toute façon, tu écoutes. Première séance, déjà, deuxième séance, troisième séance, tu fais copain déjà avec ton sportif. Une fois que tu as fait copain, c'est fini, tu en fais ce que tu veux, tu l'amènes où tu veux, puisque c'est toi l'expert, il te fait confiance. C'est confiance, Et je dis ça aux mêmes élèves, vous avez une cliente pour la première fois, elle veut faire elle veut travailler sa graisse du genou. La fameuse. C'est la connerie du jour. Et puis elle dit, je veux faire des adducteurs et je vais en faire plein. Vas-y madame. Vas-y, fais-en plein. Bon, tu vas avoir des grosses courbatures, mais moi je vais en dire, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Martine. Martine, t'as des enfants. Et puis quand tu reviens, j'ai eu mal. Oui, ça a bien marché alors. C'est toujours ça. Putain, les courbatures, c'est que ça a bien marché. Troisième séance, on se tutoie et tout va bien. Puis après, tu commences à dire, bon, il y a des meilleurs exercices. Ah bon? Ah ouais, mais c'est fini, elle va t'écouter maintenant, puisqu'elle est devenue copain avec toi. C'est vrai que c'est pas con, ça comme approche. Alors, si tu commences à lui dire, non, ça c'est de la connerie, déjà tu es en train de la mettre en défaut. Faut que j'arrête. Oui, mais tu la mets en défaut, la dame, elle dit, oh là, je viens, l'autre, il me dit tout ce que je sais, c'est de la merde, elle se vexe un petit peu. Ouais, c'est vrai. Moi, je vous écoute, vous voulez faire que de la merde, on fait que de la merde aujourd'hui, ça va être génial. C'était bien, on a fait de la bonne merde. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Intéressant. C'est vrai que c'est une approche en effet qui est bien plus altruiste. Tu la mets en confiance en effet. Une fois, oui. Et là, on pourrait dire c'est une approche d'escroc. Alors, on me l'a dit plein de fois, dont une personne qui a vécu 18 ans qui me disait mais t'es un manipulateur. Oui, sauf que en France, manipulateur c'est tout de suite négatif. D'ailleurs, moi j'avais lu un bouquin qui s'appelait Du bon usage de la manipulation. Ça dépend ce que tu veux en faire. Si en fait tu es manipulateur, mais parce que tu ne penses pas à toi, mais à la personne, tu veux l'emmener dans cette direction-là. C'est une forme de manipulation. Et alors, mais on fait tout ça, la vie. C'est l'influence aujourd'hui. On est influenceur. Si tu es influenceur, les gens, c'est négatif ça. Vous êtes manipulateur. Non, je suis influenceur. Voilà, mais c'est négatif aussi. Influenceur, je t'influence. Ouais, c'est ça. Mais la connotation, elle vient des États-Unis. Ils l'ont pas fait de manière négative. Sauf qu'ici, tout de suite, elle est mal perçue. Le mot, comme ça. Donc finalement, c'est de la manipulation, et une manipulation positive en fait. Puisque tu veux l'amener à son objectif, bouge pas. D'abord, on fait copain, c'est parti. Maintenant, je fais de toi ce que je veux. Puis de toute façon, ils voient bien si tu es en train de faire quelque chose de cohérent. Je leur explique aux joueurs de foot ce qu'on fait. Alors que, encore une fois, c'est pas une question de QI. D'ailleurs, pour être bon sur le terrain, tu es obligé de bien commander tes muscles. Donc il y a forcément une intelligence motrice. Ça me gêne toujours. On dit, ils sont cons. Des fois, j'ai envie de dire oui quand même. Alors non, pas que. Voilà, pas plus con qu'un peintre ou qu'un musicien. En fait, dans leur domaine, là, on a les meilleurs, les meilleurs mondiaux. Dans ces cas-là, le mec qui a un QI à 150 et qui n'est pas capable de shooter dans un ballon, c'est quand même con. Il y a un ballon, tu tapes, il part là-bas. Comment ça se fait? C'est donc plus con qu'un mec qui a bac-4. Comment c'est possible? donc ils sont peut-être pas, si cons que ça. Alors, il manque de culture, mais certains réfléchissent bien. Quand tu leur expliques ce que tu es en train de faire, ça leur plaît. Ok, ils ont compris. Moi, j'en ai, ils parlent pas beaucoup, j'en ai un surtout en tête, ils parlent pas beaucoup, mais ils te posent une question, elle est bonne la question. Ok, et tu as intérêt à bien répondre, je pense, parce que quelque part, ils te testent, puis ils attendent de voir si t'es droit dans tes bottes. Joueur de foot. Ouais, pro, qui joue à Lyon.
Ok. actuellement, mais que je connais depuis qu'il a 15 ans, faisait marrer, il parlait pas beaucoup, mais quand il posait une question, c'était une bonne question. Ouais. Là, je me disais, tu vois, l'étudiant un petit peu pas assez expérimenté, qui fera un exercice fun, qui n'a pas pensé pourquoi il est en train de le faire, je suis sûr qu'il se sentirait bête sur le coup. C'est un bon exercice, celui-là, il va travailler ta puissance. Ça, Ok. il manquera un petit quelque chose. Tu balances le mot puissance tout de suite. C'est Ouais, tu crois que tu te rattrapes Devenir une branche, puissant. mais ça peut-être pas expliquer Ouais, ça dépend exactement à qui tu parles, ouais, en effet, à qui tu t'adresses. En termes de. Donc, tu as 47 ans, mais tu es une souplesse incroyable. Non, mais moi, j'admire toujours, c'est les gens qui commencent à prendre de l'âge, mais qui ont du coup une capacité physique qui est toujours au top, dans le sens où ta santé de hanche doit être vraiment bien, dans le sens où tu fais des splits, tout ça, tu es à l'aise avec tes jambes, Ouais, tu max out la machine sur les abducteurs, tout ce genre de choses. C'était quoi le chemin? Tu as commencé tôt ou est-ce que ta souplesse, tu l'as développée un peu plus tard? Je te pose cette question-là parce que moi, j'ai toujours été raide comme un piquet et le truc, c'est que je me suis toujours dit, c'est pas pour moi, c'est comme ça. Je n'ai pas souple. Je vais pas devenir souple demain. Et après, je me suis dit, arrête de penser comme ça, tu te mets des limitations tout seul, des croyances limitantes. Et aujourd'hui, mon objectif, là, d'ici 3-4 mois, c'est d'avoir le split. Mais j'ai pas commencé hier. Hein. Ah, Là, ça fait... Non. parce que je veux dire, bon, oui, tu peux faire un split, j'y crois largement, pas de problème. Par contre, 3-4 mois, si. Bon, donc, ok, J'ai pas commencé hier, Ok. et j'ai commencé il y a déjà. Ça doit faire bien 4 mois, quelque chose comme ça. Et je suis pas dégueu, tu vois, là, je m'entraînais à Olympe, les mecs, Ryan passait à côté de moi, il fait putain. Bien. Et moi, je m'étonne, je fais, tu crois Et je suis pas trop loin. En fait, si je prends mes couilles et le sol, il y a ça. Je suis pas très loin. Mais c'est vrai que je suis parti de loin, j'étais très raide. Ouais, c'est bien. Donc il faut que je continue, mais je me dis, c'est possible. J'ouvre vraiment la possibilité. Et toi, du coup, est-ce que ça a toujours été, tu l'as entretenu depuis que t'es gosse? Parce que des mecs, ils sont gymnastes quand ils sont gosses, donc forcément c'est un truc que le corps tu l'utilises pas, donc il le perd. Mais quand t'es gosse, tu sais le faire. Mais si tu l'as toujours entretenu, tu sauras toujours le faire. Toi, c'est quoi? Non, j'étais super raide aussi. Hein. Ouais. Bon, et merci Jean-Claude Van Damme. Hein. Je suis obligé de remercier Jean-Claude Van Damme. Bien sûr, j'ai vu un film à la télé, Bloodsport. Je tombe amoureux. Je vais faire ça. J'ai commencé. J'ai acheté des bouquins. Ok. Aucun bouquin n'expliquait la souplesse. C'était juste des mecs très souples en train de faire des grands écarts de partout. Tu vois, avec 3 phrases et puis surtout des exercices que tu n'étais pas capable de faire. Ouais. Et je me suis mis tous les soirs, 3 quarts d'heure. Tous les soirs, 3 quarts d'heure, c'est trop. 3 quarts de stretching. Oh la vache, ouais. Et au bout de 8 mois, j'ai fait le grand écart latéral. Et 2-3 mois plus tard, j'ai fait le facial. Celui-là, j'ai même pas encore comme objectif celui-là parce que. Et après, j'ai réussi à le faire à froid, Nice. bien plus tard. Donc je me rappelle la dernière fois que je l'ai fait proprement, c'était dans le quart du lycée, en jean. Ok. T'es en jean, vraiment, t'es à froid. Les Sacré mecs, jean, hein. on faisait un truc, ouais, le mec il commençait à faire, je me rappelle des potes, ouais, Jean-Claude Van Damme, et je suis descendu, wow, tu sais, ça passe de, on se fout de ta gueule, wow. Puis toi tu te relèves, Comment tu fais? tu vas te rasseoir. Alors, tu parlais des couilles, bah, tu sens en fait tes couilles vraiment au contact du sol en fait. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai accentué les sports de combat et je suis passé à un moment donné où je faisais même plus à chaud. Et Continue, je vais juste regarder la vas-y, batterie. vas-y. J'ai toujours peur de ça. Et le grand écart latéral, je sais conserver, je crois, tout le Oh, temps. ça va. Alors là, la dernière fois que j'ai dû faire sauter, là j'ai repris le taekwondo cette année. Ok. J'ai vu que le grand écart latéral, j'ai pas voulu forcer me faire mal. Si tu me motives, je te le descends, mais si je suis pas motivé, je cherche pas à le descendre. Ok. Mais là, que depuis quelques temps, je suis motivé à reprendre ma souplesse d'avant. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que là, je me suis dit, allez, on va se faire mal. Et là, j'ai mal aux adducteurs parce que je refais des entraînements plus costauds. En fait, je gardais la même routine, Ouais. les mêmes splits qui n'étaient pas à 180, mais suffisant pour mettre un coup de tatane à 2 mètres en fait. Je t'ai vu faire l'autre jour sur la machine à poulet, là, tu levais tellement haut. Je suis putain la vache, c'est quoi ce bordel? Ouais, je l'ai conservé depuis toujours. Ok. J'ai pas eu de perte particulière. Mais c'est dans les sports de combat que tu as fait ça ou Pour les sports de combat, ouais. Pour les sports de combat. Ouais. Mais c'est pas le sport de combat qui t'a appris Ah à non. faire. Tu l'as fait en amont. C'est l'inverse. Claude Van Damme, tout ça. J'ai perdu ma souplesse en faisant les sports de combat. Ah. C'est là que je vois quand. Intéressant. Ce sont des diplômes fédéraux, j'ai rien contre les gars, mais t'es bouché, c'est super d'être bouché, et puis t'es aussi prof de full contact, tu vois, le soir. Ouais. T'es pas un professionnel, on te fait faire des étirements qui sont pas du tout les bons. On croit que c'est un assouplissement, ça ne l'est pas. Ok. Je suis avec un grand écart facial, je suis ressorti sans un grand écart facial. Ah merde. Bon, et maintenant, d'ailleurs, je veux le refaire en fait. C'est marrant que tu dis ça. Je veux le refaire parce que c'est plaisant. Puis, tu vois, tu parles de l'âge vieillissant. Moi, j'ai fait 10 ans sans faire de sport. Je suis monté à un IMC 31, donc c'est pas terrible. Ouais. Là, j'ai perdu 10 kilos, puis non, c'est pas dire, j'ai perdu 10 kilos. Je suis en train de vieillir, et à un moment donné, je vais me choper un diabète de type 2, je vais me choper alors que j'enseigne le sport santé, j'en suis convaincu, et j'explique même physiologiquement ce qui se passe.
moi-même, je n'avais plus du tout de motivation. Ok. Donc j'ai eu une motivation en fait externe, et puis il y a côté un peu santé. Et maintenant, mon critère, c'est la souplesse. Le jour où je commencerai à perdre de la souplesse, j'arriverai même plus à lever la jambe là-haut, je me dirais, ah, je commence à être vieux. Ah. Sachant qu'il y a des gens qui ont 70 ans qui lèvent la papate toujours là. Absolument, c'est Ah ça oui, qui m'impressionne très beaucoup. impressionnant. Ouais. Donc je me dis, ça sera mon repère maintenant à vie. Ah. Je suis 47 ans, depuis que j'ai 14 ans, je lève la papate. Et Donc, même quand j'ai pas fait de sport, je sais garder. T'as cette commencé à souplesse. quel âge à bosser ta souplesse? À 14 ans. Ouais, jeune déjà en plus. Ouais, vraiment. Et pourtant, je t'arrête parce que je faisais beaucoup de sport, mais j'avais même fait un peu de muscu assez fortement à 11 ans, pendant un an. À 11 ans? 11 ans, j'ai eu une passion du bodybuilding. Putain. Je n'avais que des bouquins de bodybuilding, j'avais mes haltères du kilo qui étaient pour moi beaucoup trop forts en biceps. Mon père les prenait, je dis, waouh, il est fort. Aujourd'hui, 8 kilos, c'est même pas l'échauffement. Oh, mais quand t'es gamin, 8 kilos, Bien sûr. c'était pas possible de lever 8. Je faisais tous les mouvements que je voyais un petit peu. Pendant un an, ça m'est passé. Je suis passé à d'autres sports. Ok, Je suis revenu à la muscu que plus tard. Par contre, la passion des sports de combat ne m'a jamais lâché en fait. ok. T'as fait Alors, quoi comme sport de combat? Alors, commencer par la boxe thaï, j'ai fait 5 ans. Ok, après, je suis mais passé là au déjà, full. tu faisais de la boxe thaï, tu savais faire des high kicks quoi. Ah bah, Ouais. et quand j'ai commencé le full, je me rappelle du prof qui avait dit il y en a qui ont mangé des élastiques ici. C'était ça son expression. Il y en a qui ont mangé des élastiques. Il a dit je soupçonne les entraînements sauvages dans le garage. Et c'était exactement ça. Ouais. Exactement ça. C'était marrant sa phrase. Donc ouais, je suis arrivé, j'avais une souplesse de fou, sauf que je me suis trompé de sport. Parce que la boxe thaï, c'est tout sauf des high kicks. Oui, c'est vrai, c'est le genou plutôt. Et ouais. c'est pour ça que j'ai arrêté. Mm. Déjà, quand il y avait des middle à l'entraînement, t'étais content. Le Ouais. high kick, c'était jamais. Et d'ailleurs, le prof ne savait pas les faire. C'est pour ça aussi qu'il ne le faisait Oh pas. merde. Ok. Bah ouais, il n'a pas de souplesse, donc le mec, bon, middle. Et c'est vrai que quand tu l'as pas, tu te fais de toute façon directement prendre à Ouais, tu fais l'intérieur, projeter, extérieur. bien sûr. Bon, et puis je m'entraînais sur le carrelage des Andelys. Donc sa défaite, c'est un carrelage. Hein. Donc la chute était pas bonne. Sympa. C'est à la dure en fait. Hein. T'es pas en Thaïlande, mais enfin, il y a un petit goût quelque part. Hein. Et là, tu Donc- parlais de taekwondo là. Alors je suis passé au full et là, on va dire, j'ai fait tout mon truc. Et là, Ok. le taekwondo, j'en ai fait un peu plus tard. J'ai arrêté. J'ai repris cette année, c'est pareil. Là. Ok. Le J'en ai fait prof, un an. Bah là, et puis le prof, il me dit, il y a des équivalences, je peux te faire sauter les ceintures. Je fais, ah non, je suis ceinture blanche. Laisse-moi ceinture blanche. Ça me va très bien, j'ai aucun ego là-dessus. Moi, tu viens me faire passer toutes les petites ceintures au fur et à mesure. Je veux pas une équivalence de la Fédé et puis vous me filez une machin. Non. Par contre, c'est vrai que le reste est complètement là. Ouais. Ah ouais, les combats, ça va très très bien. T'en fais où? T'en fais à Lyon? À quoi 30 bandes de Lyon à peu près. Ok. J'en faisais à Montmélian à l'époque. J'en ai fait qu'un an et je pensais que enfin, les profs étaient déjà âgés, hein, donc enfin, ils avaient déjà 45 ans. Et aujourd'hui, bah putain, c'était il y a plus, de, je crois que c'était une dizaine d'années, donc et grand écart toujours, enfin incroyable. Mais Non. les mecs l'entraînaient tout le temps. Ah oui. Et c'est vrai que ça l'a maintenu. Et eux, au taekwondo, bah, forcément, c'est que les pieds. Donc c'est hyper impressionnant d'être super souple. Comment t'as fait? Comment tu t'y es pris toi pour faire ces grands écarts? Est-ce que tu avais une méthode? Parce que tu dis 45 minutes. Est-ce que tu aurais pu mieux faire? Oh oui. Et qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux aujourd'hui si tu étais à partir de zéro? Bah, super exemple. Les 45 minutes que je t'ai dit d'ailleurs, c'était trop. Parce que je restais le temps d'une musique entière. Je me rappelle, j'écoutais du Elton John, un truc comme ça. Donc une musique entière en étirement. C'est-à-dire, j'avais un meuble. Ouais. Quand tu l'ouvrais comme ça, tu avais des planches. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais mon lit qui était là. Je montais des fois sur le lit, je me mettais comme ça. Alors, je me laissais tomber. putain. Ensuite, je passais sur le côté. J'avais mis une chaise et la chaise glissait sur le parquet. Je me rappelle, bon, après, j'avais Oh, pris mes commis. putain, Et ouais. je restais longtemps, très longtemps. C'était du passif, donc du statique. Tu faisais pas passif. chier, c'est ça qui m'emmerde Non, le plus. je faisais sur pas le truc, de ça me fait dynamique, chier. je faisais pas de trucs. Après, plus tard, j'ai fait une dynamique beaucoup plus tard. Ouais. Je restais très longtemps. Ensuite, je récupérais, je le refaisais, je le refaisais. Je me suis blessé plein de fois. Ok. Plein de fois. Bam. Et là, t'étais mal pendant 15 jours, 3 semaines. Et tu recommençais. C'est pour ça que j'ai mis 8 mois. Ah. Je suis persuadé qu'à l'époque, j'aurais dû mettre 3 mois. Aujourd'hui, je ferais des choses beaucoup. Tu sais que le stress minimal, c'est 2 minutes. Tu dis, il faut qu'il y ait au moins Ouais. 2 minutes C'est d'étirement ça. sur le truc. On Donc, dit, ouais. en période de 30 secondes, de 15, de ce que tu veux. Tu montes à 6, pourquoi pas. Point barre, j'ai envie de dire point barre. D'ailleurs, souvent, je leur dis, prenez une petite chaise, voilà, tu te mets, tu t'écartes, tu mets en chaussettes, tu restes 30 secondes, tu remontes, c'est facile avec une chaise, un bord de lit. Ouais, pas con. N'hésite pas à varier les angles, parce que si tu restes comme ça, tu vas être souple dans cet angle-là. D'ailleurs, si je prends des danseurs, Tiens, rapproche-toi un peu, tu vas sortir de l'écran là. les danseurs sont toujours en dehors, alors que nous, dans le sport de combat, il faut être en dedans. Et D'accord. quand tu regardes c'est assez marrant, les gymnastes et autres, ils font leur grand écart, ils se mettent un peu comme ça. Je dis, essaie dedans, ils sont en stress. Ah ouais. Mais je dis, mais on ne donne pas des coups de pied comme ça, nous. Hein, on les donne sur le côté. Et c'est encore une souplesse spécifique. Donc, tu as intérêt un petit peu de varier. Donc, tu te mets dans cette position, tu varies un petit peu. Et je pense que là, tu me dis 3-4 mois. Si tu me dis qu'il te reste ça, Ouais. tu vas pouvoir y aller, je pense. Ouais, tu penses. Mais il faut que je sois plus assidu parce que je le fais une fois par semaine. Des fois, j'oublie. Et ça, en vrai, ça me saoule. Ça me Putain, donne un c'est long. challenge. J'ai envie- J'essaie de rester 6 minutes par côté. Ouais. Et utiliser d'autres méthodes avec les Pales and Rails. Je sais pas si tu as un peu entendu parler de ça, où tu forces sur ton étirement Ouais. après les fameuses 2 minutes au départ. Tu forces dessus pendant 10 secondes et après tu la contractes à fond en isométrique. D'accord. C'est une méthode américaine qui vient du FRC.
Et il y a plein de mecs maintenant qui retranscrivent ça. K-Swiss en l'occurrence en parle beaucoup. Et lui, il m'avait conseillé de le faire comme ça. Et lui, il a tout machin, mais lui, il m'a dit que ça avait super bien marché pour lui et qu'il était persuadé que c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est ce que j'ai rajouté après. C'est presque pareil, ce qu'on appelle le SGA, le Stretching Global Active. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en position d'étirement, toi, tu te rajoutes une contraction musculaire. Ouais. Mais dans la position en fait, d'étirement. Okay. Donc pas le avant et forcément le après. Et puis tu essaies, une fois que tu es en position, donc quand tu me voyais sur les machines là-bas, ça se voit pas, mais tu essaies d'ouvrir en plus. Tu envoies une information à tes adducteurs pour ouvrir, pour qu'ils se détendent encore plus sur l'intérieur. Okay. Donc tu fais ces petits machins-là. C'est pour ça que ça se voit pas trop. Alors, si on voit en général bouger, tu vois, faire des trucs comme ça, puis tu vois pas les contractions des adducteurs, ni quand tu ouvres avec les adducteurs. Vu que tu es dans une position très ouverte, tu penses qu'ils des contractions limite isométriques, quoi. Tu l'as oui, c'est ça, parce que en plus tu es limité par déjà tes adducteurs qui sont à fond. Mais tu essaies de les inhiber un petit peu. Donc tu fais ça. Alors qu'à l'époque, c'était très très long. Que du statique. Et un jour, mon père a ouvert la porte, je me rappelle, il m'a vu comme ça, il m'a dit « Oh, Jean-Claude Van Damme !» Tout de suite, parce que je faisais déjà grand écart latéral, je fais bam. Oh, viens montrer à ta mère, Exactement comme dans le car, la même chose. On entrait en dessous de ta gueule et juste derrière, waouh. C'est trop cool en fait. Comme quoi, les gens sont quand même très très visuels. Et quand tu es en train de te construire, on essaie un peu de te démolir quelque part. Exactement. Putain, et par contre, il y a un résultat, waouh. Bah oui, mais t'as pas vu tout ce qu'il y avait avant en fait, parce que finalement, ça faisait 8 mois que je mettais la musique dans la piole. Et vous m'avez jamais chopé en train de faire le truc, hein. Vous m'avez jamais chopé sur d'autres trucs aussi non plus. Donc, non mais j'adore cette approche-là parce qu'elle est tellement vraie. Tu vois, on parlait de ça sur les réseaux sociaux. Tu commences, on se fout de ta gueule. C'est fou. Hein. Et après, on vient de voir, putain, c'est cool ce que tu fais, machin, incroyable. Je me suis entraîné 3/4 d'heure tous les soirs. Tous les soirs. Quand j'étais en première, je me rappelle, je faisais 13 heures de sport par semaine. Ok. Ouais, entre les sports de combat, la muscu que je faisais à côté et mes étirements. Je faisais 13 je suis pas en dehors, ça va. Je faisais 13 heures. Le sport, ça a été mon truc. Et combien de fois, du coup, si tu étais donc, sur le grand écart, tu faisais tous les soirs 45 minutes. Aujourd'hui, à quelle cadence tu penses que ce serait nécessaire? Non, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai pas progressé et que je suis... Je suis loin de ça. Ah non, tous les jours. Tous les jours. Et si on peut le faire après 2 fois par jour, un matin, un soir, double stress, double stimulation. Mais c'est ce qui va. Tu vois, là, tu me challenges parce que j'adore. C'est comme ça que je fonctionne. Beaucoup de gens, mais moi encore plus. Là, tu me dis que tu fais ça. J'aurais envie de dire, on se note une date. On se revoit dans 3 mois sur un split. Putain, je vais m'y mettre. Tu sais quoi? Je vais m'y mettre parce que là, j'attendais aussi la fin de la séance de saison de foot américain pour vraiment me dire, ok, je veux pas avoir mal pendant le match ou autre. Mais putain, je vais faire ça parce que c'est vrai que je suis pas assez régulier. Et je le fais 1 fois par semaine et je me dis, c'est bon, je l'ai fait cette semaine. Mais non, il faut que je le fasse 3-4 fois. Parce que je le veux vraiment, ce putain de split. Parce que tout le monde, tu vois, quand j'ai montré ça sur les réseaux, j'ai montré que je commençais à faire ça. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ah ouais? Ah ouais, genre, tu verras, bonne chance, machin. Je me dis, les gars, vous avez pas dit. Je vais en chier, je dis pas le contraire. Et vous allez pas avoir le travail de l'ombre. Mais je vais le faire. Et après, vous allez me dire, oh, du coup, t'as fait comment? coupé les adducteurs. Ouais, t'as fait comment, du coup? Ah, ça, je le vois arriver gros comme une maison. Putain. Bah oui, c'est joli, un grand écart facial. C'est joli. C'est trop stylé. Bon, facial, je l'aurais pas tout de suite. Mais en tout cas, le latéral, déjà. Latéral, du coup, c'est presque. Voilà, toi, c'est bon. Toi. Voilà. Donc, maintenant, je le dis, c'est pour un facial. Là, le facial, je trouve que j'ai les adducteurs très très raides. Il faut vraiment que je m'y remette. Que je m'y mette tout court, je dirais. La capsule aussi. Ça fait très mal. Forte. Ouais. Putain, trop cool. Didier, merci en tout cas de ton intervention, c'était trop cool. On va arrêter là parce que j'ai presque plus de batterie et plus de mémoire non plus. J'allais dire, putain, en fait, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais. Limité par la technique. 19h45. Putain, la vache, ça fait un moment. Hein. C'est cool. Ouais, c'est trop cool. Les gens qui ne te connaissent pas, qui veulent te retrouver, qui veulent voir un petit peu ce que tu fais, ils te trouvent où? Moi, ils y arriveront. Instagram, marque mon nom, Didier Ress. Didier Ress. Comment tu prononces ton nom? Didier Ress. Non, pas Didier, mais le nom de famille. Ress. Pas Rice. Parce que j'entends plein de versions, je me dis. Rice. Je crois que c'est Rice. J'ai entendu Ries. Ok. J'ai dit, c'est écrit comment? Non, Ress, voilà. Évidemment, c'est alsacien, alsacien-allemand, donc là-bas, ils peuvent dire Rice, mais depuis que je suis petit, on dit Ress, donc je pense que depuis 2 générations, ils ont dû le dire comme ça. C'est bon, ça marche, c'est noté. Bon, voilà, on te retrouve sur Instagram directement, Didier Ress. Et les bouquins que tu viens de sortir là, le livre qui s'appelle comment? Il s'appelle Musculation Ultime. Okay. On est à 4 mains dessus en fait, donc 8 mains finalement. Bon démarrage, technique et pratique, les deux. Okay. Un sacré mélange avec des techniques que vous n'avez peut-être pas vues normalement parce que le but, on va dire, il y a tout sur Internet. Oui, mais c'est le temps que l'on passe à regrouper l'information, donc c'est un temps de gagner pour 30 balles ou 35 balles. Et il y a la Bible de la préparation physique qui marche depuis. Et en fait, les 10 ans, c'est le même nombre d'exemplaires vendus tous les ans. Le truc cartonne. Tu l'as sorti il y a combien de temps? En 2013.
Putain, et ça continue toujours. Bizarre. Génial. C'est La nul. Bible de la préparation physique, ouais. Acheter, je touche 1,30 € à chaque fois, donc... C'est vrai. Ouais. C'est horrible, hein, putain. Je peux m'acheter peut-être un petit café. Les éditeurs, Et encore. 1,30 € à chaque fois, quoi. Attends, ça se déclare sur ta déclaration d'impôt. Donc il y a 25% d'abattement dessus, ou selon ta tranche. C'est bon, je peux en Voilà. en plus. Incroyable, c'est décevant. Merci, Ok, merci trop pour cool. votre contribution. Allez checker ça. Donc il y a la Bible de la préparation physique et musculation ultime. Le guide de la musculation ultime, comment il s'appelle? Non, musculation Juste ultime. Musculation ultime. C'est vrai que j'en avais pas trop entendu parler. Et puis j'ai vu que tu sortais ça. Je suis putain, nouveau bouquin, trop cool. Félicitations en tout cas, c'est Ouais, génial. merci. Il est pas mal. En plus. Ah bah j'espère. Je vais aller jeter un œil du coup. Mais trop cool. Bah écoutez, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Parce que là, ça fait combien de temps? Je sais Là, pas. ça fait combien de temps? En plus, il reste 4% de batterie. Ça Et moi- fait 1h16. Moi, je vous On dis est pas à dans mal 3 mois. sur la batterie. À dans 3 mois pour le split. Génial. Laissez une review sur le podcast. Abonnez-vous sur Spotify. C'est hyper important. Vous le savez, c'est ce qui fait EP le podcast. Merci à plus. Ciao! Salut.